Donc la semaine dernière, on a fini la partie recherche de vie, apparition de la vie sur Terre. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va utiliser ce référentiel qu'on a vu sur la Terre avec l'eau liquide, le carbone, enfin les schnops en général, et on va essayer de parcourir en fait le système solaire pour voir où est-ce qu'on pourrait trouver des milieux qui sont similaires à ce qu'on a sur Terre, ou alors des milieux qui sont différents mais qui ont certaines propriétés qui pourraient permettre de faire émerger la vie. Donc en fait on va rechercher de l'eau liquide, on va rechercher des atomes qui permettent de former des molécules prébiotiques, donc qui sont appelés les schnops, et aussi on va rechercher des endroits où il y a évidemment donc une certaine quantité d'énergie pour maintenir l'eau liquide, donc entre 0 et 40 degrés typiquement, et une certaine énergie solaire, donc qui permet qui permet à la vie de pouvoir se développer. Donc on va parcourir le système solaire. C'est donc notre deuxième étape. C'est une grosse étape. Je pense que ça va me prendre à peu près 3 cours. Et il y a pas mal de choses à dire sur le système solaire, puisque c'est pas seulement les planètes en fait, il y a aussi les comètes, il y a les astéroïdes. Donc voilà, tout ça, ça prend un petit peu de temps. Et ensuite, la troisième étape, ce sera d'aller plus loin vers les exoplanètes. Et puis on finira avec les extraterrestres. À la fin. Donc le système solaire, vous avez vu, là j'ai mis en fond une image de Mars. Donc évidemment ça va être un gros morceau du cours, puisque Mars, il y a pas mal de choses à dire sur sa formation, sur ce qu'elle était il y a longtemps et sur ce qu'elle est devenue, et essayer de voir pourquoi elle est devenue comme ça. Alors, donc ça va, je vais y arriver. Alors, en fait, il y a l'exploration. Donc, je vais commencer d'abord par vous montrer un petit peu, faire un bref historique de comment on a exploré le système solaire. D'abord, évidemment, pendant longtemps, on va dire jusque dans les années 60, en fait, c'était une exploration uniquement à distance, c'est-à-dire qu'on observait les planètes. Et ça a commencé, on pourrait dire, depuis la nuit des temps, puisque de tout temps, les humains, et probablement même, pas seulement les humains, les australopithèques regardaient le ciel, et donc on voyait bien qu'il y avait des points dans le ciel. Après, probablement qu'ils ne distinguaient pas les planètes des étoiles. Mais donc si on parle même 3000, 4000 ans avant Jésus-Christ, les Sumériens avaient déjà repéré qu'il y avait des planètes dans le ciel qui bougeaient, qui donc ne suivaient pas les mouvements des étoiles. Ça fait longtemps, en fait, on ne sait pas exactement quand les humains ont commencé à distinguer qu'il y avait des points qui étaient différents des autres. Donc ça, c'est une exploration que j'appelle à distance, puisqu'on observait depuis la Terre, évidemment. Et ensuite, donc, à l'œil nu jusqu'en 1600, ensuite Galilée observe avec la lunette, donc il voit des détails en particulier sur Vénus ou sur l'auto de Jupiter. S'il voit les phases de Vénus, puis il voit les satellites de Jupiter, il n'arrive pas à distinguer les anneaux de Saturne, mais donc il voit les planètes avec plus de détails. Et ensuite, donc, on a des télescopes, des lunettes qui s'améliorent, donc on le verra, mais dans le milieu du XVIIe siècle, Cassini découvre qu'il y a des calottes polaires sur la planète Mars, donc c'est-à-dire qu'il y a de l'eau. Voilà, petit à petit, on a des observations de plus en plus précises, et en fait, on utilise encore des observations à distance. Évidemment, aujourd'hui, on observe encore les planètes avec des télescopes, avec des satellites. Le James Webb Space Telescope qui vient d'arriver à son point de destination et qui va commencer à observer dans 5 mois à peu près, il va aussi observer des planètes. Donc tous les moyens sont bons pour avoir plus de connaissances sur les planètes du système solaire. Ensuite, donc, après ça, bien, on fait généralement des observations qu'on appelle rapprochées, c'est-à-dire qu'on envoie une sonde qui va se mettre en orbite autour de la planète, qui va la cartographier, qui va prendre des images, prendre des spectres, voir donc un peu le terrain, la composition,
Et ça permet de préparer les missions qui vont suivre. Et les missions qui suivent, généralement, sont des missions qui vont essayer d'atterrir. Alors, ça, c'est plus ou moins difficile sur les conditions planétaires. Évidemment, c'est plus facile d'atterrir sur Mars et de rester en fonctionnement sur Mars que d'atterrir sur Vénus et d'y rester en fonctionnement, puisque sur Vénus, il y a des températures de l'ordre de 470 degrés. Donc, c'est difficile de faire fonctionner l'électronique, surtout quand vous êtes sous les pluies d'acide sulfurique. Donc, voilà, c'est des conditions complexes. Je vous l'ai dit, ça a fonctionné. Il y a des sondes Vénéra ont fonctionné sur Vénus. Pas toutes, pas très longtemps, mais ça fonctionnait quand même. Voilà. Sur Mars, c'est plus facile. Il fait entre moins 100 et 0 degrés. Il n'y a pas beaucoup d'atmosphère, donc on peut plus facilement avoir des sondes qui vont résister aux conditions ambiantes, on va dire. Ensuite, donc, bon, ça c'est un petit diagramme qui nous montre un petit peu les différentes missions. Donc probablement que de là où vous êtes, vous ne voyez pas grand-chose. Ça montre les différentes missions qui ont été envoyées. En gros, ce que vous pouvez voir, c'est que les points au départ étaient assez... il n'y avait pas beaucoup, puis après ça a vraiment augmenté. Et ensuite, donc, vous avez les humains qui ont volé en orbite. Donc ça, c'est des missions qui ne sont pas forcément habitées. Et ça, c'est des missions qui sont habitées, mais pas forcément pour aller très loin. Ça peut être juste aller sur la station spatiale, la station Mir, etc. Alors, le tout début, si on reprend vraiment le début de l'histoire de la colonisation spatiale, on démarre souvent aux fusées V2, qui étaient en fait des missiles balistiques développés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, le 3 octobre 1942 est la date du premier vol réussi, le vol balistique réussi de cette fusée-là. Et donc vous voyez ici un exemple. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que von Braun, qui était un Allemand qui travaillait pour le régime nazi, a été récupéré à la fin de la guerre, comme beaucoup d'ingénieurs d'ailleurs. Les soviétiques essaient d'en récupérer, et les Américains aussi. Et donc les Américains ont réussi à récupérer von Braun, l'ont ramené aux États-Unis. Il y avait un accord sur le protégé, etc. Et von Braun a développé le programme spatial américain, et c'est en fait lui qui a mis au point la fusée, pas tout seul évidemment, mais c'est lui qui était à la tête du groupe qui a mis au point la fusée Saturn V, qui a permis d'envoyer les Américains sur la Lune. Donc au début, évidemment, ça faisait quand même grincer des dents. Donc, il y avait deux groupes un peu en compétition qui essayaient de mettre au point ce programme spatial, et puis à un moment donné, quand les Américains se sont rendus compte que ça ne fonctionnerait pas, ils ont donné la responsabilité à von Braun qui a mené ça à bien, et donc qui a construit ce monstre de propulsion qui a permis d'emmener, de s'échapper de l'attraction terrestre et d'emmener le module lunaire des hommes sur la Lune, et puis ensuite de revenir. Donc, évidemment, voilà, il n'était pas tout seul, il était bien entouré, mais c'est un programme qui a plutôt bien fonctionné, enfin qui a très bien fonctionné. Et voilà, donc les hommes sont allés sur la Lune. Pour l'instant, on n'est pas retourné. C'est probablement les prochaines missions. Voilà. Ensuite, avant d'aller sur la Lune, il y a tout un historique de colonisation déjà d'environnements proches. Et en fait, donc le premier jalon, c'est Sputnik 1, qui est donc le premier satellite artificiel de la Terre. Tu vois que maintenant, plusieurs milliers, on a réussi à polluer l'environnement terrestre en très peu de temps. Donc, premier satellite artificiel de la Terre, donc c'est une sphère qui est en effet assez petite, c'est 58 cm, voilà, presque à l'échelle ici, avec donc 83 kg, qui avait une orbite excentrique entre 230 et 950 km.
Donc, et qui avait une période orbitale de 1h30 et qui émettait donc le fameux bip bip qui était. Donc ça c'était envoyé par les soviétiques, mais le bip bip a été reçu par les amateurs, les radios amateurs du monde entier, qui pouvaient le capter assez facilement. Et en fait c'était un peu ça aussi l'idée. Et évidemment donc les historiens comparent ça à un Pearl Harbor technologique et qui en fait a lancé la course à l'espace puisque si les soviétiques pouvaient lancer un satellite comme ça, ils pouvaient imaginer ce qu'ils pouvaient faire de plus et comment ils pouvaient contrôler l'espace. Comment ? 87 minutes, c'est la période orbitale, 1h30. C'est la période de révolution autour de la Terre. Donc ça, c'est Sputnik 1, qui donc a lancé la course à l'espace, à ne pas confondre avec Sputnik V. Sputnik 1, je pense qu'il est retombé. À un moment donné, il est retombé sur la Terre. Il a dû brûler dans l'atmosphère. Ah oui, non, il n'y avait pas d'instrument, il y avait juste en effet ce bip bip qui était. Non, c'est tout. L'idée, c'était de lancer un satellite, de montrer que c'était stable. Et évidemment, un satellite, dès qu'il émet un signal, eh bien, il peut être capté n'importe où dans le monde. Je crois que c'était ça l'idée, c'était que il n'y avait même pas besoin de faire beaucoup de publicité en fait, et ça montrait la suprématie soviétique. Bien sûr, tout à fait, le signal, il émet, évidemment. Les satellites militaires n'avaient pas de signal bip bip. Donc le signal, on l'émet ou pas. Là, l'idée, c'était en effet d'envoyer un signal radio. Voilà, exactement. C'était une preuve, montrer que. Et puis on peut le capter de n'importe où. Donc, du coup, même les Australiens peuvent capter le bip bip et savoir. Parce que c'est pas pareil de dire on a lancé un satellite, il vole, mais on ne peut pas le dessus. Alors que là, les gens captaient n'importe où le bip bip. Alors, je ne suis pas complètement sûr, je crois me souvenir en effet, il ne l'avait pas annoncé avant, mais que rapidement, ça a été détecté et ensuite ils l'ont annoncé. Après, il y a un peu une guerre psychologique aussi. Mais je pense qu'ils voulaient voir si ça allait fonctionner avant vraiment d'annoncer. Donc après, il y a Sputnik 2, qui est en fait le premier organisme vivant terrestre à orbiter autour de la Terre. Donc ça, c'est voilà, vous la voyez là, c'est la chaîne Laika, c'est toute mignonne, et qui va être envoyée et qui va orbiter autour de la Terre. Elle est contente, elle avait une belle vue. Et alors elle avait à côté, pour la petite histoire, elle avait à côté d'elle une petite coupelle avec un peu d'arsenic, parce qu'évidemment, à un moment donné, c'était pas prévu pour que. D'abord, ils n'avaient pas prévu de la récupérer, et puis c'était pas non plus prévu pour qu'elle dure. Jusqu'à sa mort comme ça tranquillement en mangeant et en respirant. Donc il n'y avait pas assez d'oxygène et pas assez de nourriture. Enfin, je ne suis même pas sûr qu'il y ait de la nourriture. Donc l'idée c'était qu'elle se suicide. Alors en fait ils ont Sputnik 2 a été récupérée, en fait elle est morte asphyxiée avant de pouvoir lécher son arsenic. Donc la pauvre Laika, bon voilà, elle s'est sacrifiée. Mais elle a quand même eu droit à une statue au centre d'entraînement des cosmonautes là-bas avec nous. Ouais, le son a été récupéré, ouais. C'est pour ça qu'on sait qu'il y a eu des autopsies sur la chienne qui montraient qu'elle s'était asphyxiée avant de boucher. Je sais pas, je peux pas vous dire quand est-ce qu'elle a été récupérée. Je pense qu'il y a quand même pas mal de temps, sinon elle ne serait pas en bon état, la pauvre petite chienne. Voilà, elle a un timbre aussi. Son effigie. Voilà, bon après le 19 août 1960, il y a deux chiens, Belka et Strelka, des souris, des rats et aussi des plantes qui sont envoyés dans l'espace et eux ils sont récupérés. Bon, donc on s'inquiète un petit peu plus en fait, quand ils ont envoyé Sputnik 1, ils n'avaient vraiment aucune idée de l'espace. Ils ont envoyé un truc dans l'espace, ils ne savaient vraiment pas comment on pouvait résister. Quand ils ont envoyé Sputnik 2 avec la chaîne Laika, ils disaient qu'il valait mieux envoyer une chaîne d'abord avant d'envoyer des humains. Mais en fait, on verra la suite après, mais ils n'avaient vraiment aucune idée.
Non, mais alors maintenant, sur la station spatiale, on en voit quand même des. Il y a des organismes vivants, il peut y avoir des souris, des choses comme ça. Et c'est très très encadré. Ah, ça c'est sûr que c'est beaucoup plus encadré maintenant que ça l'était à l'époque, ça c'est évident. Je pense même qu'avec les normes actuelles, on aurait du mal à envoyer un humain dans les conditions où Gagarine est allé. N'est-ce pas, je pense. Ah, je sais pas, mais après, c'est vrai que... voilà. Après, donc après, il y a des sondes qui sont envoyées, qui font partie donc de ces premières missions à dire exploratoires, qui vont essayer de regarder d'abord si on arrive à envoyer des sondes autour d'un objet et puis un petit peu de cartographier. Et donc là, c'est le programme Lunocode qui commence en 1959. Et l'idée, c'est de cartographier la Lune, de commencer à cartographier la Lune. Donc on va vers la Lune, et même on passe derrière la Lune. Et je pourrais vous montrer l'image de la face cachée de la Lune, la première image, qui est assez moche, hein, mais on commence à deviner cette face cachée. Donc ça, c'est le programme Lunocode des années, fin des années 60, fin des années 50, pardon. Et donc ça montrait encore une fois que les Russes, ils étaient vraiment en avance par rapport aux Américains. Les Américains, ils étaient incapables de faire ça à cette époque-là. Ils faisaient des essais de lancement, mais qui, la plupart, étaient couronnés de succès, pour retomber sur Terre. Donc les Russes étaient vraiment en avance. La course à l'espace, elle était dominée par les Russes. Évidemment, ça ne s'arrête pas là. Après, vous savez que Gagarine est envoyé, donc ça c'est 12 avril 1961. Premier rentre dans l'espace, donc il fait un tour, hein, pas longtemps, je crois que ça dure 1 heure, 1 heure et demie, c'est vraiment pas long, dans des conditions, d'après ce qu'il racontait, qui étaient quand même assez dures parce qu'il faisait froid, il bougeait beaucoup, enfin c'était des conditions qui n'étaient vraiment pas évidentes. Ah oui, bah ouais, il était jeune aussi, courageux. Il est mort assez jeune, hein, parce qu'il est mort dans un essai de chasse. Donc voilà, donc en effet, je pense que quand il est parti là-bas, il savait qu'il y avait quand même une grande chance qu'il ne revienne pas. Et alors pour la petite histoire, apparemment, donc quand il était dans le bus qu'il emmenait au centre de lancement, il a demandé à un moment donné qu'on s'arrête parce qu'il y avait une petite envie pressante. Donc ils ont eu le bus pour satisfaire son envie pressante. Et il paraît que maintenant tous les astronautes qui vont sur la base de lancement, avant de faire un vol, ils s'arrêtent au même endroit, sur le même arbre. Donc vu l'arnachement qu'ils ont, je ne sais pas comment je ne sais pas si les femmes font pareil. Ça, j'en sais rien. Pourtant, ils envoient aussi évidemment les femmes dans l'espace. Voilà, et donc du coup, d'ailleurs, parité oblige, 2 ans plus tard, c'est Valentina Tereshkova, qui elle est toujours vivante, et la première femme à orbiter dans l'espace. Et là, d'ailleurs, je trouve, j'insiste sur le fait que les Russes sont en avance par rapport aux Américains, parce que les Américains n'ont envoyé que des hommes sur la Lune. 0 femmes. Pourtant, il y a eu 6 missions Apollo, donc il y a eu 18 hommes, 12 qui ont marché sur la Lune et 6 qui étaient en orbite, aucune femme. Voilà, Valentina Tereshkova, qui est née en 1937. Gagarine, qui est né en 1934, c'est mort, et qui est une femme, enfin, si vous regardez sa fiche sur Wikipédia, vous allez voir que c'est une femme assez exceptionnelle, qui a fait plein de choses, et en particulier qui a défendu la place des femmes dans la science, et donc qui n'est pas très connue, mais qui a vraiment, en fait, qui a fait beaucoup plus pour la science que Gagarine, qui devrait être plus connue que Gagarine. Gagarine, il a fait un vol. Après, c'est autre chose, il est revenu dans l'armée, alors qu'elle a vraiment pris des responsabilités intéressantes au niveau scientifique. Voilà, donc ça c'était Gagarine, Sputnik 1 jusqu'à Gagarine, c'est ça qui a vraiment fait changer les mentalités aux États-Unis. Et donc après, il y a le discours de Kennedy qui dit qu'il faut qu'ils aillent sur la Lune avant la fin de la décennie 60. Comment ? Il est pas arrivé en 62, comme vous dites. Ouais, je sais plus quand était son discours, mais voilà. Et après, donc ils ont dû rattraper leur retard, et puis finalement
ils ont même dépassé les soviétiques, puisque le jour où ils sont arrivés sur la Lune, donc le 20 juillet 69, à 1 ou 2 jours près, je ne sais plus, il y a une sonde soviétique qui, elle, devait se poser et s'écraser en fait sur la Lune. Donc, après, il y a eu d'autres sondes soviétiques qui se sont posées sur la Lune. Et le programme s'est pas arrêté comme ça. Hein. De toute façon, un programme, enfin, on le sait, un programme spatial, il y a toujours des échecs. Mais là, ça a été un gros succès. Probablement que la chance que ce soit un succès n'était pas de 100%. Hein. Je ne sais pas de combien c'était, mais rappelez-vous, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc, tous les calculs étaient faits à la main. Les corrections de trajectoire étaient faites à la main. Il y a peu d'ingénieurs aujourd'hui qui savent faire des corrections de trajectoire vers la Lune comme ça à la main de façon assez rapide. Donc voilà, Armstrong et Buzz Aldrin donc, se posent sur la Lune le 20 juillet 69, ça c'est pas Apollo 11, il y a Michael Collins qu'il ne faut pas oublier qui orbite autour pour pouvoir les récupérer ensuite. Et donc là vous avez l'image de Buzz Aldrin qui descend, puisqu'évidemment il n'y avait personne pour prendre en photo Armstrong sur la Lune. Et voilà, vous avez quelques images. En fait, vous avez le pied évidemment. Et on oublie souvent qu'ils ont ramassé quand même pas mal de roches, hein, quasiment 400 kg de roches lunaires dans les 6 atterrissages, et ces 400 kg donc, ont été analysés, ont été utiles pour connaître la composition de la Lune, et en particulier permettre de montrer que la composition était, même si un peu différente, très similaire à celle de la Terre, et donc qui a permis de prouver que la Lune était on va dire un enfant de la Terre, dans le sens où c'était une partie de la Terre qui s'est arrachée et qui a été reconstituée ensuite. Donc arrachée par un gros astéroïde, comme on en avait parlé la fois dernière. Donc après vous avez plein de vidéos, hein, si vous voulez, si ça vous intéresse, regardez sur internet, sur le site de la NASA. Vous avez plein de vidéos historiques, dont les vidéos d'atterrissage qui sont toujours assez émouvantes. Et en fait, juste pour vous donner un petit aperçu du fait que les chances n'étaient vraiment pas 100%, quand sur le site où ils devaient atterrir, qui d'ailleurs, les photos de la cartographie lunaire qu'ils ont utilisées pour choisir le site d'atterrissage, c'est des photos qui ont été prises au pic du Midi, pour la plupart, parce que c'était il y avait là un télescope qui était dans un site qui est très bon, et qui prenait des photos avec la meilleure résolution spatiale de la Lune. Donc là, en fait, la NASA avait un accord avec le pic du Midi pour les photos lunaires. Il y avait un astronome américain qui était venu aussi pour seconder l'équipe qui prenait ces photos-là. Et donc c'est comme ça que, évidemment, en plus c'était un peu sous secret défense, parce qu'ils ne savaient pas que les soviétiques aient accès à ces photos. Donc, voilà, c'était une configuration assez particulière, mais c'est comme ça qu'ils ont sélectionné le site. Et en fait, quand ils sont arrivés sur place, Armstrong et Aldrin, ils ont vu que le site était trop chahuté, avec beaucoup trop de roches pour pouvoir se poser et pouvoir repartir, parce que l'idée c'était quand même qu'ils repartent à un moment donné, parce qu'il n'y a pas d'hôtel sur la Lune, pas encore. Donc en fait il fallait qu'ils choisissent un site assez stable d'où ils puissent ensuite repartir. Et en fait, quand ils sont arrivés dessus, ils se sont rendus compte qu'il y avait trop de cailloux, donc ils ont dit bon, on va pas repartir tout de suite, donc ils ont continué à essayer de trouver le meilleur site. Et puis à un moment donné, ils ont une alarme. En fait, ils ont plein d'alarmes qui se déclenchent à chaque fois. Puis à chaque fois, il y a Houston qui leur dit ne vous inquiétez pas, cette alarme, voilà, à chaque fois, ils éliminent des alarmes comme ça. Puis on a une alarme sur le carburant. Donc, et là, Houston leur dit bon, il vous reste 1 minute. Donc ils disent ok, bah, on y va, on cherche pendant 1 minute. Puis au bout d'1 minute, là, bah, maintenant, il n'y a plus rien. Donc là, il faut s'arrêter. Alors, ils ne savent pas exactement où est la jauge. Vous savez, c'est comme dans les voitures. Quand on a 0, des fois, c'est pas 0. Bah là, c'était presque encore pire, j'ai envie de dire. C'est la première fois qu'ils. Donc, il y a un moment donné, c'est à 0. Et il dit là, il faut arrêter. Et Armstrong, il coupe la radio. Là. Donc, il cherche son site. Et à un moment donné. Ah, bah, il transmettait l'émission. Il transmettait, bien sûr. Il y a 1 seconde de décalage. Donc là, ça va. C'est 1,2 secondes. Donc, ça, c'est assez rapide. C'est plus long que si vous communiquez avec l'Australie, mais ça va. Et donc, il coupe la radio, puis il trouve à un moment donné un site. Et là, il rallume la radio, il dit Eagle has landed. Et donc, les autres, ils étaient déjà à moitié évanouis.
sur Terre. Donc l'autre moitié a repris les commandes. Et voilà, donc ça vous montre quand même que c'était, je ne vais pas dire que c'est amateur, mais c'était quand même, aujourd'hui on n'imagine pas un truc comme ça en fait. C'est tellement, tout est codifié, tout est prévu à l'avance, etc. Quand vous voyez les programmes d'entraînement. Comment? Le site, c'était pas la mer, la tranquillité. Si, c'est ça, ouais. Miguel Aswandi, c'était la tranquillité. C'était bien trouvé. Mais vous avez envoyé des sondes alors? Ah bien sûr, oui, il y avait des sondes. En fait, il y a Apollo 8 qui a cartographié la Lune. Je vous dis, la Lune était cartographiée déjà depuis la Terre. Il y avait les sondes soviétiques qui aussi cartographiaient. Bien sûr, oui. Il y a même des sondes soviétiques qui s'étaient posées, qui avaient ramené des échantillons lunaires automatiquement. C'est assez étonnant que vous n'ayez pas trouvé un bon site pour atterrir avant. Ah ben, c'est pas pareil quand vous êtes à 384 000 km. Non, parce que les sondes, elles sont quasiment sur place. Oui, mais les sondes n'ont pas tout cartographié. Survolent. Ah ben oui, mais les sondes, elles survolent. Oui, mais elles n'ont pas tout survolé et en détail. Et il faut se rappeler aussi que on n'était pas à l'époque où on prenait des images CCD, une bonne résolution, on prenait des images sur des plaques photographiques. Donc après, il fallait que la sonde revienne et on récupérait ces plaques photographiques, on les analysait. Donc on ne prenait pas des plaques photographiques de toute la surface lunaire. Il aurait fallu des décennies d'envoi de sondes pour cartographier ça. Donc, non, ce n'était pas les mêmes conditions qu'on peut imaginer aujourd'hui sur Mars. Là, sur Mars, on a une cartographie à peu près complète, on peut retrouver la zone de n'importe quel site, mais ce n'était pas le cas à cette époque-là. Parce que là non plus, il n'y a pas d'atmosphère. Ah, il n'y a pas d'atmosphère du tout sur la Lune. Clair. Ah oui, c'est très clair. Non, là, il n'y a pas de souci. C'est très clair, mais ce n'est pas ça le problème. C'est un problème de quantité de données qu'on peut récupérer. Là, vous imaginez, vous allez prendre des photos de manière automatique sur un corps qui se trouve en moyenne à 400 000 km. C'est-à-dire que maintenant, on est tellement habitués. Exactement, oui, non, mais c'est pour ça, tout à fait. C'est vrai qu'on se dit que c'était du temps du dinosaure. Exactement, c'est tout à fait. On n'est plus habitué à cette idée-là de devoir envoyer un appareil photo et ensuite le récupérer pour révéler les photos et voir. Ouais, maintenant on fait plus ça. Évidemment. Vous avez vu qu'ils avaient installé des grands miroirs qui permettent de mesurer la distance de la Terre à la Lune avec un rayon laser. Tout à fait. C'est toujours d'actualité. Ouais, ça en fait, les missions Apollo aussi ont déposé des catadioptres. Oui, tout à fait. En fait, on mesure encore la distance Terre-Lune régulièrement. Donc d'ailleurs, il y a 2 lasers qui sont utilisés, dont un qui se trouve sur le plateau du Cerga, là, pays de Nice. Et donc l'idée, c'est qu'on envoie un gros laser puissant pendant quelques nanosecondes. Donc ce gros laser, il traverse toute l'atmosphère de la Terre, et après il fait une distance Terre-Lune. Donc 1,2 secondes plus tard, il faut viser évidemment, il faut viser là où est le catadioptre. Donc 1,2 secondes plus tard, il touche le catadioptre, après il revient, et donc il traverse toute 400 000 km, il arrive sur l'atmosphère. Le plus compliqué, c'est l'atmosphère, c'est là qu'on perd le plus de photos. Et au retour, ils reçoivent quelques photos. Donc là, il y a des photomultiplicateurs qui vont permettre de savoir quand est-ce qu'on reçoit le signal. Et en gros, donc on reçoit à peu près 2,4 secondes plus tard. Et comme aujourd'hui on a des données depuis 1969, et bien en fait on peut calculer la distance Terre-Lune et comment elle évolue. Et à votre avis, elle évolue comment? Elle s'éloigne de combien? Ouais, c'est ça. Ouais, à peu près 3-4 cm par an. Voilà. Pourquoi il y a peut-être 5 ans, entre 5 et 10 ans, la Lune était très proche de la Terre. Donc elle était énorme. Ah non, la Lune, elle a. Non, la Lune. Non. Non. Ça, c'est ce qu'on fait croire des fois dans les médias, que la Lune est plus grosse d'habitude. En fait, non. Ouais, non, mais que vous soyez à la campagne ou à la montagne, c'est exactement pareil. La distance de la Lune est la même. Non, ce qui se passe, c'est que la Lune était bien plus proche de la Terre il y a 4 milliards d'années. Ça, oui. Elle était beaucoup plus proche. Et donc, on la voyait plus grosse. Ensuite, elle s'est peu à peu éloignée, en même temps qu'elle s'est freinée à cause des forces de marée. Et aujourd'hui, on voit la même face tout le temps de la Terre parce qu'elle s'est freinée. Mais le phénomène dont vous parlez, c'est dû au fait que l'orbite de la Lune, elle est un peu excentrique. Ce qui fait que des fois, elle est proche de nous, en gros 360 000 km, des fois, elle est loin de nous, 405 000 km. C'est pour ça que la moyenne, on dit, c'est 384 000 km. En fait, il y a une variation d'à peu près 400 000, ça veut dire 10%. Alors, ce 10%-là, je vais vous dire franchement, vous ne voyez pas la différence. C'est-à-dire que quand on vous dit, il y a ce qu'on appelle le phénomène de supermoon,
Supermoon, c'est le terme anglais pour dire qu'il y a une super lune. Honnêtement, si je vous emmène à la campagne, que je vous montre la lune et que je ne vous dis pas quand est-ce que c'est, je vous demande de me dire si c'est la lune grosse ou pas, eh bien vous allez vous tromper. Je pourrais parier beaucoup pour que vous trompiez. Parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte. On se rend pas compte. Non, mais parce que vous savez, vous avez dû l'entendre. L'autre chose, c'est que la lune, si vous la voyez plus basse sur l'horizon, vous avez l'impression qu'elle est plus grosse. Ça, c'est une simple illusion d'optique. Même quand elle est au lever, vous avez l'impression d'avoir une grosse lune rouge, là, comme ça, c'est une illusion d'optique. Vous mesurez la taille, elle est toujours la même taille. Donc il y a une variation de 10%, mais qu'on ne voit pas à l'œil nu, vraiment. La seule chose que vous allez voir, c'est que si vous avez une belle nuit et que vous avez une lune comme ça, vous avez l'impression qu'elle est brillante. Et si en plus vous avez entendu à la radio ou à la télé qu'il y a une super moon, vous allez dire, oh, bah, c'est vrai, voilà. C'est vraiment juste cet effet-là. Et on sait pourquoi elle s'éloigne? Ah oui, on sait pourquoi elle s'éloigne, c'est les forces de marée qui en fait freinent à la fois la Terre et la Lune. Et ça, c'est depuis sa formation. Donc au début, on avait des journées sur Terre qui duraient de l'ordre d'une dizaine d'heures. La Lune était très proche, très grosse cette fois-ci. Non, il n'y avait pas d'humains sur Terre, ils s'en seraient rendus compte. Et donc la Terre tournait en 10 heures sur elle-même. Et peu à peu, et la Lune aussi tournait sur elle-même beaucoup plus vite. Peu à peu, en fait, à cause des forces de marée, à cause des bourrelets, les deux se freinent, à la fois la Terre et la Lune. Et donc la Lune s'est mise à tourner moins vite sur elle-même jusqu'à en fait se stabiliser. Elle tourne sur elle-même en même temps qu'elle tourne autour de la Terre. C'est pour ça que vous voyez toujours la même face comme ça. Là, je tourne sur moi en même temps que je tourne autour de ce point. Exactement pareil. Et la Terre, elle a été aussi freinée. C'est pour ça qu'on est passé de 10 heures de rotation sur elle-même à aujourd'hui 24 heures. Et ça va continuer. La Terre continue à se freiner. En fait, à terme, si la Terre et la Lune vivaient assez longtemps, les deux se stabiliseraient en rotation dite synchrone, c'est-à-dire que la Terre et la Lune tourneraient comme cela en gardant toujours leur même face. C'est pour ça que quand vous êtes sur Terre, vous voyez la Lune qui bouge dans le ciel, parce que la Terre tourne sur elle-même plus vite que la Lune tourne autour de la Terre. Par contre, si vous êtes sur la Lune, la Terre est toujours au même endroit. Vous savez, il y a cette photo, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette photo d'Apollo 8 où on dit lever de terre sur la Lune. En fait, non. Le lever de terre, c'est parce qu'eux, ils orbitaient autour de la Lune. Donc, ils ont vu la Terre bouger dans le ciel. Mais si vous êtes sur la Lune, vous vous posez sur la Lune, vous mettez votre temple, vous restez sur la Lune, bah, la Terre sera toujours au même endroit. Elle ne bougera jamais. Ah non, la Terre elle-même, elle va bouger sur elle-même. Mais dans le ciel, par contre, vous la verrez comme ça. Bouger lentement. Mais elle sera toujours au même endroit. Donc il n'y a pas de levée de terre sur la Lune. Ça n'existe pas. Sauf si vous bougez. Avec votre sac à dos sur la Lune, vous vous déplacez, là vous verrez la Terre bouger. Mais si vous ne bougez pas, vous êtes au même endroit de camping. Dans toutes vos vacances, vous verrez la Terre au même endroit tout le temps. C'est parce que c'est la rotation synchrone. Vous avez la face de la Lune qui est toujours orientée au même endroit. Et du coup, vous avez la face cachée. Et sur la face cachée, vous ne verrez jamais la Terre. Jamais. Alors après, il y a un petit phénomène qu'on appelle de libration, ce qui fait qu'en fait, on voit un peu plus que la moitié de la Lune. On voit un peu plus sur les côtés comme ça. C'est anecdotique. Voilà. Oui, c'est ça. C'est un jour plus tard que Luna 15 s'écrase sur le sol lunaire. Donc pendant que les Américains ils posent le drapeau et ils dansent sur la Lune, en tout cas ils sautillent, eh bien les Soviétiques ont une sonde qui s'écrase. Bon, mais ça cache un petit peu quand même le succès de leur mission, puisque il y a eu plein de missions, des missions dans les Luna, Luna 16. Après, ils ont ramené des échantillons, vous voyez, alors pas beaucoup évidemment, parce que comme c'était des missions automatiques, ils ne pouvaient pas ramener des kilos d'échantillons. Ils ont ramené 100 grammes, puis 55 grammes, puis 170 grammes, etc., de poussière lunaire, ce qu'on appelle le régolithe. Donc, le régolithe, c'est le sol lunaire qui est concassé par des météorites qui tombent dessus. Donc les Américains en ont ramené beaucoup plus, 382 kilos, parce que là, ils allaient chercher pendant des kilos, des roches. Le seul reproche qu'on puisse faire, c'est que dans les 5 premières missions, en fait, il n'y avait pas de géologue. Et du coup, ils prenaient un peu n'importe quoi comme roche, et en particulier toujours les mêmes. C'est seulement la dernière mission qu'ils se sont dit que ce serait bien d'envoyer un géologue, ils n'envoyaient que des militaires. Et donc là, il y a des roches un peu plus intéressantes sur la dernière mission. Voilà, et donc
là vous avez la sonde lunaire, enfin l'une des sondes lunaires. Donc c'était des sondes automatiques qui s'opposaient, qui prenaient un peu de matière et qui repartaient ensuite. Et on a tendance à oublier que les soviétiques ont envoyé plein de sondes sur la Lune pour ramener automatiquement des roches, ce qui montre quand même aussi leur maîtrise de tout le vol spatial vers la Lune, se poser, repartir, récupérer les échantillons et revenir. On parle que d'Armstrong souvent, mais en fait il y a eu quand même il y avait autre chose. Alors où est-ce qu'ils ont alluni? À différents endroits sur la Lune. Là, vous voyez différentes missions. Donc Apollo, c'était ici. 12, 13, il ne s'est pas posé. Et puis 14, 15, 16, 17. Voilà, donc les roches récupérées par les géologues étaient ici. Bon, puis après, on peut aujourd'hui, donc notre cartographie, on peut prendre des images assez précises, puisqu'il y a des sondes qui ont tourné autour de la Lune et qui ont pris des images précises. Donc là, vous avez évidemment tout ce qui reste. Donc là, c'est parce que vous savez que le LEM, quand il est reparti, donc il y avait un propulseur, mais il y avait une base à 3 pieds là, qui, elle, est restée. Donc c'est ce que vous voyez ici. Ça va rester pour toujours, sauf si un jour il y a un gros météorite qui tombe dessus. Donc là, vous avez Apollo 11, Apollo 15, Apollo 16 et Apollo 17, un petit peu. Ah, et est-ce que vous savez quel était le premier objet déposé par l'homme sur la Lune? Le drapeau, c'était après, parce qu'il fallait qu'il se pose. Le premier objet déposé sur un corps autre que la Terre par les humains. Oui, le lemme lunaire, mais le lemme lunaire est cet objet qui quand même de poser le lemme pour atterrir. Donc une fois qu'ils ont atterri, alors vous avez raison, ils posent le lemme lunaire se pose. Ils ouvrent la porte, qui est la première chose. C'est presque ça, vous n'êtes pas très loin. Pas très loin. De Coca, McDo. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que vous savez que, évidemment, ils prenaient toutes les précautions, ils ne savaient pas s'ils pourraient rester longtemps ou pas. Donc en fait, et comme après il faut qu'ils repartent, et donc ils se propulsent, et l'idée c'est d'éliminer le plus de masse possible pour repartir plus facilement, qu'est-ce qu'ils jettent sur la Lune? Est-ce qu'ils avaient un niveau? Presque. Ils jettent une poubelle. Ils jettent tous les déchets dont ils ne veulent plus, qui ne vont pas. Oui, donc c'est pratique, mais c'est quand même symbolique. Non, c'est pas une grosse masse, mais en fait, c'est quand même assez étonnant de se dire que la première chose qu'ils ouvrent, ils voient la Lune, et la première chose qu'ils jettent, c'est une poubelle. C'est bien humain quand même. Ça. C'est bien américain. C'est bien américain. Je ne suis pas sûr que les Soviétiques ou les Français auraient fait mieux. Ils l'ont laissé ou ils l'ont... Ah ben oui, ils l'ont laissé. Oui, ah ben oui, il y est toujours, oui. Non, mais ils avaient pas pensé qu'il y avait peut-être des bactéries dans l'eau. Non mais qu'ils y pensent ou pas, de toute façon, sur la Lune, il y a très peu de chances qu'il y ait de la vie. Il n'y a pas d'atmosphère, c'est pas comme sur Mars. J'espère que sur Mars, ils ne feraient pas ça. C'est pas la peine de y amener comme ça, pas savoir. Bon, enfin, de toute façon, on n'a jamais détecté de vie sur la Lune. Donc je pense. Mais symboliquement, oui, ça fait mal quand même. On est d'accord. Voilà, et donc ça c'est une image de. Vous avez donc l'ombre du LEM, vous avez, enfin on ne voit pas bien, mais vous avez des trajets d'astronautes, vous avez des instruments scientifiques qui sont là sur une échelle de 100 mètres. Bon, voilà, ça vous montre un petit peu l'échelle de ce qu'ils parcouraient. Et alors là, c'est des différents sites que je vais montrer tout à l'heure. Il y a aussi les sondes LUMA qui sont indiquées, LUMA 16, 20, 24. Et puis, je vous ai mis le site d'atterrissage de Chang'e-Wu, qui est la mission chinoise qui s'est posée sur la Lune, sur la face visible de la Lune. Il y a aussi une mission chinoise qui s'est posée sur la face cachée de la Lune, ce qui était une première. On ne s'était jamais posé sur la face cachée. Et la grosse difficulté, c'est que, évidemment, vous êtes sur la face cachée. Là, par contre, votre remarque de tout à l'heure sur la communication, eh bien, elle est valable. C'est-à-dire que quand vous êtes sur la face cachée, vous ne pouvez plus communiquer. C'est pour ça que les Américains ne sont pas posés sur face cachée, sinon ça aurait été compliqué. La face cachée peut être illuminée au même titre que la face visible. C'est ce qui correspond en face de la Lune. Donc, si vous êtes sur la face cachée, vous ne pouvez pas communiquer. Donc, en fait, il faut un orbiteur qui permette de faire communiquer avec la Terre. Donc, c'est plus compliqué.
Donc ils ont réussi à faire ça avec une mission automatique qui s'est posée et qui a... Ah, Chang Yi-Wu, c'était en... Non, c'était fin 2020, je crois, un truc comme ça. Oui, c'est récent. Sur la face cachée. Ou 2019, j'ai un petit trou de mémoire. C'est peut-être fin 2019, je sais plus. C'est peut-être 2019. Parce que je me souviens que c'était avant le premier confinement. Donc oui, c'était 2019, pour la face cachée. C'est bien, ça fait des repères comme ça. Avant le premier confinement. Voilà, donc ça c'est voilà, la présence humaine sur un corps autre que la Terre, pour l'instant, c'est que sur la Lune. Et donc, il faut se replacer à l'époque, dans les années, début des années 70, les gens disaient, mais dans 20 ans, dans l'an 2000, on aura colonisé mais tout le système solaire. L'homme humain se travaille partout. Voilà. Et le fait est que 50 ans plus tard, on n'est encore jamais retourné sur la Lune. Oui, parce que ça on sait faire. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas envie? Est-ce que c'est parce que c'est compliqué? Est-ce que c'est parce que c'est pas utile? Est-ce que c'est parce que ça coûte cher? Est-ce que c'est pas rentable? Enfin, il y a plein de raisons qu'on peut dire. Je ne suis pas sûr que la réponse soit si simple. C'est beaucoup ça. Alors, donc ça, c'était la présence sur la Lune. Aujourd'hui, donc il y a une présence quand même humaine, d'ailleurs, hommes et femmes, sur la Station spatiale internationale. Donc, elle orbite à peu près à 400 km autour de la Terre, qui a une orbite circulaire autour de la Terre, qui a une orbite de 1h30. D'ailleurs, vous pouvez la voir, il y a des applis qui permettent de savoir quand est-ce que la Station spatiale passe, et ça fait une traînée, ça fait un point brillant, parce qu'il y a des gros panneaux solaires. Ça fait un point vraiment très brillant dans le ciel qui se déplace. Et donc là, vous avez plusieurs modules. Donc c'est une collaboration américaine avec les Européens, avec les Canadiens, avec les Japonais, enfin asiatiques au sens large, parce que ce n'était pas que les Japonais. Voilà. Et donc là, c'est une présence humaine permanente. Avec des sorties extravéhiculaires Et donc ça, station spatiale, j'ai oublié de dire, c'est quand même le successeur. Il y avait avant la station Mir, voilà, qui était la station soviétique, dans laquelle d'ailleurs allaient aussi des Américains. C'est assez étonnant d'ailleurs, même dans la guerre froide, il y avait cette collaboration, cette coopération entre les Américains et les Russes au niveau de l'espace. Ce qu'il faut quand même souligner, parce que c'était quand même à la même époque, il y avait des B-52 qui circulaient en permanence avec des bombes prêtes à être larguées. Et en même temps, ils collaboraient dans l'espace. Ils sont stationnaires, ils sont géostationnaires. Non, pas du tout. C'est pour ça qu'on le voit bouger d'ailleurs. Géostationnaires, ils sont à 40 000 km. Et Ils sont 400. Ah non, c'est tout près. C'est pas ça. Les satellites géostationnaires, ils sont forcément à 40 000 km. Ils sont loin. Et donc, du coup, on ne les voit pas bouger. Et généralement, comme ils sont loin, en plus, on ne les voit pas. C'est rare de voir des satellites géostationnaires. La station spatiale, elle est proche. Comment? La station spatiale, elle met exactement 1h30 pour faire un tour. Et je vous dis, vous pouvez la voir dans le ciel, c'est vraiment sympa à voir, c'est brillant. Et en plus, vous la voyez, puis après, elle passe dans le cône d'ombre de la Terre, donc elle disparaît, comme une éclipse. Donc je vous conseille, si vous avez un ciel dégagé, vous regardez. Il y a des sites qui permettent de savoir quand est-ce que ça passe, tout à fait. Oui, vous pouvez, ouais. Oui, bien sûr, ouais. Ouais, non, mais après, l'idée, c'est de le voir dans le ciel, ça veut dire. Oui. Voilà, alors donc, qu'est-ce qu'on y fait? Évidemment, c'est les 3-8, donc les astronautes sur place, ils font des expériences scientifiques pendant 8 heures, ils font du sport pendant 8 heures et dorment pendant 8 heures, en gros. C'est à peu près ça. Sachant qu'il n'y a pas de journée là-bas. Le jour, il dure 1h30. C'est pour ça que vous avez 16 couchers et 16 levées de soleil par jour. Donc les 3-8, en fait, c'est complètement artificiel. C'est juste basé sur ce qui se passe sur Terre. C'est 16 fois, oui. 16. Donc qu'est-ce qu'ils font? Donc ils font aussi de la recherche. Donc voilà, vous avez en couleur, en code couleur, c'est les Canadiens, l'agence spatiale, l'agence japonaise, la NASA et Roscosmos qui est l'agence russe.
Donc là, vous avez surtout des expériences de biologie, de biotechnologie, développement technologique, des activités d'éducation. Donc là, c'est les liens avec les lycées, les collèges, tout ça. La recherche sur l'humain, parce qu'on a la recherche sur eux-mêmes, sciences physiques, et puis des études de sciences spatiales et de terre. Évidemment, en fait, sur la station spatiale, il y a aussi des instruments scientifiques. Certains qui vont regarder la Terre, mais même d'autres certains qui vont regarder aussi le ciel. Il y a un instrument qui s'appelle NICER qui observe les étoiles à neutrons, par exemple. Et donc, sur la station spatiale, il y a des emplacements pour mettre des télescopes qui vont permettre de regarder le ciel. Donc c'est pour ça qu'il y a des expériences aussi à la fois sur la Terre et sur le ciel. Donc après, il y a toujours des débats pour savoir si ça sert à quelque chose, si c'est vraiment, si c'est pas trop cher par rapport à ce que ça fait. Je pense que c'est probablement que scientifiquement, il y a des expériences intéressantes, hein, pas forcément toutes. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ça fait une présence humaine permanente, ça permet aux différentes nations spatiales de collaborer, donc il y a quand même des gros avantages. Hein. Probablement plus géopolitique ou politico-stratégique que vraiment scientifique. Voilà. Bon, puis après, vous savez qu'il y a aussi des fois des petits soucis. Donc là récemment, donc ça c'était quand? C'était, je ne sais plus quand, mais il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être un mois ou deux, il y a eu un satellite russe qui a été détruit volontairement, un vieux satellite russe hein, qui n'était plus en fonctionnement, qui a été détruit volontairement par les Russes. Et du coup, la station spatiale a dû être un petit peu déroutée, c'est-à-dire qu'ils utilisent du carburant pour la mettre sur une autre orbite. Il ne bouge pas beaucoup, hein, pour éviter un nuage de débris qui provenait de la destruction de ce satellite par un missile balistique. Et en fait, l'idée, les Russes étaient les 4e à faire un tel tir, donc ça a été critiqué par les États-Unis. Mais en fait, les premiers à tirer comme ça a été les États-Unis. Alors, ils l'ont fait de façon intelligente, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont tiré pour que le missile balistique touche le satellite comme ça, ce qui fait que les débris allaient ensuite vers l'atmosphère et donc brûlaient. Ensuite, les Chinois ont tiré pour montrer qu'ils savaient aussi le faire, mais eux, ils ont tiré par le bas, ce qui fait que les débris sont allés par là, et là, ça peut prendre des millénaires pour que tous les débris, à la fin, ça va retomber un jour, mais ça peut être très long. Pendant ce temps-là, les débris, ils font mal parce qu'ils vont à 10 000 km/h, un truc qui fait 1 cm qui va à 10 000 km/h, bah ouais, ça perd fort. Et donc ensuite, c'est les Indiens qui ont tiré, et après, c'était les Russes. Bon, voilà. Donc, probablement qu'il y en aura d'autres parce que chacun veut montrer qu'il peut tirer plus loin, plus fort. Et après, il faudrait nettoyer. Alors justement, je vais vous montrer où on en est de ce nettoyage. Voilà, ça c'est en gros une simulation. Évidemment, on n'a pas pris de photos comme ça, mais c'est une simulation d'environnement proche de la Terre. Donc rappelez-vous, Sputnik 1, il était tout seul. D'accord, Sputnik 1, on a fait la même image dans les années 50, il y avait ça, quoi. Donc maintenant, vous en avez plusieurs milliers. Donc certains, donc là vous avez les géostationnaires, 40 km. Et ça, c'est les satellites qui sont proches, donc souvent les satellites de télécommunications, voilà. Et en fait, il y en a plusieurs milliers. Alors certains, en fait, la plupart ne sont plus utilisés. Et la plupart sont des débris. Voilà. Et donc les gros, on essaie de les faire retomber, comme la station Mir, je ne sais plus si vous avez dit, la station Mir, on l'a fait retomber. Pourtant, c'était un truc qui faisait plusieurs bus en taille, c'était énorme. On fait retomber, elle a brûlé dans l'atmosphère, et puis l'idée c'était que les débris qui restaient tombent dans le Pacifique, là où il n'y avait personne. Et en fait, maintenant, on impose à toutes les agences spatiales de garder du carburant toujours pour la fin, pour pouvoir dérouter vers l'atmosphère. Comme ça, on brûle tout. L'atmosphère, c'est vraiment un truc qui brûle. Vous l'envoyez, évidemment, il faut un certain angle, vous êtes sûr que ça brûle tout. Donc, ça brûle, ça chauffe tellement que ça va consumer. Évidemment, pas les géostationnaires parce qu'ils sont un peu loin, mais tout cela. C'est cela qui nous embête, en fait. Donc, en fait, quand... On ne pourrait pas empêcher un départ, hein, de dire quand ils font les trajectoires pour partir sur la Lune, ils doivent étudier où sont... Tout à fait, ouais. Alors évidemment, ce qu'on ne voit pas bien, c'est qu'en fait, ça c'est grand. Donc il y a quand même beaucoup d'espace vide
autour de la Terre. Il ne faut pas s'imaginer que si vous allez dans l'espace, c'est pas ça quand même. Il y a beaucoup d'espace vide. Mais par contre, oui, il faut quand même calculer parce que typiquement, quand vous avez un lancement de fusée, comme celui qu'a lancé le James Webb Space Telescope, il ne faut pas lancer et mettre le satellite dans la direction de là où arrive la station spatiale. Non seulement vous perdez le satellite, mais en plus vous faites des dégâts sur la station spatiale. Donc il faut le faire. En effet, tous les objets de plus de quelques centimètres sont suivis. Bien sûr, et c'est comme ça qu'on sait. Souvent, on déroute des satellites. Hein. On ne dit pas. C'est souvent, bien sûr, oui. Bien sûr. Oui, parce qu'il peut y avoir des vieux satellites qui vont rentrer en collision avec un autre vieux satellite. Donc ça ferait plein de débris, donc on déroute. Alors, le problème, c'est quand il n'y a plus de carburant, on ne peut plus les bouger. Et l'autre difficulté, c'est quand il y a des satellites militaires, parce qu'on n'a pas forcément les caractéristiques. Mais généralement, les agences qui ont lancé les satellites militaires, elles ont les moyens de savoir où se trouve le satellite, donc elles vont le dérouter s'il y a besoin. Le problème, c'est s'il y a deux satellites militaires qui vont se rentrer dedans, là, je ne sais pas comment ils font. Si c'est un satellite chinois avec un satellite américain qui vont se rentrer dedans, je ne suis pas sûr qu'ils communiquent leur position. Mais probablement que les Américains ont repéré où se trouvaient les satellites militaires chinois et inversement. Après, il faut qu'ils se mettent d'accord parce que s'ils déroutent tous les deux de la même manière. Ben, si je vous le dis, s'il y a du carburant, oui. Ah ben, s'il n'y en a pas, non. Après. On envoie une fusée qui déroute pas. Non, on fait pas ça. Après, ce qui va se passer, c'est que les satellites qui sont sur des orbites basses, jusqu'à 400 km, ils perdent de l'énergie petit à petit. Donc ils vont se rapprocher de la Terre, et à un moment donné, ils vont brûler dans l'atmosphère. Donc c'est pour ça qu'il y a un nettoyage naturel en quelques dizaines d'années, en fait. Donc c'est pas ça qui est très inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est quand on fait des débris. Et je sais pas ça, mais il y a des courbes qui montrent le nombre de débris au cours du temps, et on voit bien le tir américain, le tir chinois, le tir indien et le tir russe. En fait, ça augmente. Si vous voulez, vous avez un satellite, à la fin, vous en avez plusieurs milliers, quoi. Vous avez un gros satellite, à la fin, vous avez plusieurs milliers de petits satellites. Donc c'est pas pareil à suivre et à dérouter. Et puis les tout petits qui font 1 centimètre, on les suit pas. Est-ce qu'on peut poser sur un satellite et militaire ou pas? Oui, c'est Bah ça, oui. on voit pas. Non, vous les voyez pareil en fait. Même en France, on a un système radar qui permet de repérer tous les satellites qui passent au-dessus de la France. Eh bien, en fait, pour la petite histoire, quand ils ont mis ça en place, ils ont vu plein de satellites, dont certains qui n'étaient pas répertoriés, donc ils ont vite imaginé que c'était des satellites militaires. Ils ont donné la liste à l'OTAN. L'OTAN a dit non, on ne sait pas ce que c'est. Après, ils ont été voir les Américains. Les Américains ont dit bon, venez avec nous. Les Américains, ils ont pris entre quatre yeux et ont dit ok, ceux-là c'est les nôtres, c'est les nôtres, c'est les nôtres. Ça, c'est pas nous, c'est les Chinois. Mais donc, ça veut dire que en fait, ils ne communiquent pas forcément, même aux alliés de l'OTAN, ils ne communiquent pas forcément la position des satellites militaires. Sauf quand ils ont la capacité de les détecter. Ce qui est le cas maintenant en France, qui doit être le cas aussi maintenant en Allemagne. Mais donc, si vous ne dotez pas un système radar comme ça, qui est assez facile à faire en fait, mais il faut se doter de ça, vous n'êtes pas pris sérieusement. Ce système radar. Comment Comment s'appelle ce système radar français? Le nom du système radar, j'en sais rien, je ne sais pas comment il s'appelle. Mais c'est un système radar tout bête en fait. Voilà, il faut le mettre en place et le faire fonctionner. Et donc en fait, vous pouvez tout repérer, vous ne pouvez rien cacher dans l'espace. Un satellite militaire, il n'a pas la capacité d'effacer le signal si vous envoyez un signal radio, il se réfléchit dessus. D'accord? Il faudrait qu'il absorbe ce signal radio, mais pour ça, il faudrait qu'il sache quel est le signal radio. C'est compliqué. Donc de toute façon, dès que vous envoyez un truc dans l'espace, vous le voyez. Donc vous ne pouvez pas envoyer un truc caché. Vous pouvez faire un lancement caché. Et encore, vous pouvez ne pas déclarer le lancement. Normalement, on est obligé de déclarer le lancement de fusée qui vont mettre un satellite. Mais si vous ne le déclarez pas, au pire, personne ne voit que vous avez lancé, mais après, une fois que vous avez mis le satellite, tout le monde peut le voir. Donc, voilà. Donc l'idée, c'est que, évidemment, c'est compliqué pour les satellites militaires, mais tous les satellites civils, aujourd'hui, doivent être déclarés, avec des orbites qui sont déclarées, et on doit avoir un système, on doit garder du carburant qui permette, en fin de vie, de les dérouter vers l'atmosphère pour qu'ils brûlent. Et ça, c'est récent. C'est une politique qui est récente, qui était déjà faite avant par les grosses agences spatiales, en fait, pas forcément par les plus petites. Il n'y a pas un système de contrôleur aérien international? Et ben en fait, il y a des systèmes, si aux États-Unis, ils suivent tous les débris de plus de 1 centimètre, et donc aussi tous les satellites, évidemment. C'est eux qui donnent c'est eux qui disent
Ils fournissent même les informations aux autres agences. S'il y a un problème sur un satellite qui risque d'être en collision, ils vont dire déroutez votre satellite. Après, les autres, ils font ce qu'ils veulent. S'ils ne veulent pas dérouter, ils ne déroutent pas. Mais il n'y a pas un système agréé par toutes les nations pour se mettre d'accord sur comment faire. Après, ils le font parce que c'est logique. Donc, même pour eux, c'est mieux. Probablement qu'un jour, ça viendra. Quoi. Quand tu auras eu des grosses collisions, à un moment donné, ils vont se dire qu'il vaut mieux le faire. Et là-dedans, une météorite qui arrive. Et là-dedans, il y a une météorite qui arrive, tout à fait. Ouais. Oui, un vrai feu d'artifice. Ouais, alors le danger, c'est les petits corps, parce que les gros météorites, les gros astéroïdes, on les voit venir à l'avance, bien à l'avance. Le danger, c'est les petits qu'on ne voit pas venir à l'avance. Oui, après, l'espace est grand, hein, donc la probabilité de se ramasser, c'est comme vous, hein, vous pouvez ramasser un météorite sur la tête en marchant dans Paris, mais la probabilité est faible. Quoi. C'est pour ça qu'il faut mettre un casque. Toujours. Voilà, Madame Comète. Donc voilà, donc ça c'est l'environnement proche, et donc ensuite il y a le système solaire, donc maintenant on va un petit peu se diriger vers ça. Donc là je vous montre évidemment pas du tout à l'échelle, puisqu'il y a au moins un facteur 10 là. Les 4 planètes telluriques sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Donc la Terre, 12 800 km de diamètre. Et puis les 4 planètes dites géantes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Donc ça, ce sont des planètes rocheuses formées près du Soleil et quasiment formées sans eau et formées à haute température, comportant des matériaux lourds, ceux qui ne se sont pas échappés lors de leur formation. Et les planètes géantes qui sont à peu près 10 fois plus grosses, les planètes telluriques, Jupiter, Saturne et Neptune, sont des planètes de gaz composées en grande partie d'hydrogène et d'hélium, puisqu'elles se sont formées donc loin du Soleil. Donc ce sont des matériaux légers qui ont réussi à ne pas partir, et sur lesquels donc il n'y a pas de surface solide. C'est-à-dire que vous pouvez vous enfoncer jusqu'au fond. Alors, il y a peut-être un noyau, mais on n'en est même pas sûr. Donc la plupart c'est du gaz en fait. Alors, nous quand on va, là maintenant on va donc explorer le système solaire, on va chercher des formes de vie sur les planètes telluriques. Sur la Terre on en a trouvé déjà. Pas mal. On va en chercher, je vous dis tout de suite, sur les planètes géantes, on n'a pas de forme de vie. Puisque c'est des planètes gazeuses, il n'y a pas de surface solide, on ne voit pas trop comment former de la vie. Par contre, autour de ces planètes-là, il y a des satellites. C'est ça qui va être intéressant. On va explorer les satellites de ces planètes. Donc voilà, il faut vraiment se souvenir qu'il y a un facteur 10 en taille. C'est des planètes qui sont beaucoup plus grosses. Si vous voulez, s'il y avait un noyau dans Jupiter, par exemple, le noyau il peut très bien avoir la taille de la Terre. Bon, ça ferait un truc qui serait comme ça. Là, c'est pas à l'échelle du tout. Si vous voulez un petit peu plus à l'échelle, voilà, ça fait un truc comme ça. Alors là, c'est à l'échelle en taille, mais ce n'est pas à l'échelle en distance. Voilà. Là, vous avez donc les planètes telluriques qui sont là, je vous ai montré tout à l'heure, Mercure, Vénus, Terre, Mars. Ensuite, vous avez les planètes géantes, donc là, elles sont à l'échelle en taille, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Vous voyez qu'Uranus, Neptune sont quand même plus petites que Jupiter, Saturne. Et vous voyez la taille par rapport au Soleil. Donc en gros, si vous voulez vous souvenir d'un truc facile, vous vous souvenez que la Terre, c'est 10 fois plus petit que Jupiter, et Jupiter, c'est 10 fois plus petit que le Soleil. Donc la Terre, c'est 100 fois plus petit que le Soleil. Donc, vous pouvez retenir ça, et ça marche un peu. Voilà, bah après, donc ça, c'est les 8 planètes. Vous vous souvenez, il n'y en a que 8. Peut-être que quand vous étiez petit, vous avez appris qu'il y en avait 9. Donc il y en a une qui a disparu. On va passer le mot, je vais répondre. Peut-être pour moi. Hein. Peut-être, oui. C'est Monique. Ah, Monique, passez le bonjour. Alors pourquoi il n'y en a plus que 8? Parce qu'elle a été déclassée. Elle a
a été déclassée, la pauvre Pluton. Elle est là. Pluton, elle n'avait pas nettoyé son orbite. Voilà, très bien. Elle n'avait pas nettoyé son orbite, elle n'avait pas fait de ménage. Elle était trop petite et aussi elle était sur une orbite excentrique. Il y a trois choses qu'elle n'est pas. Il faut être assez gros, il faut être dans le plan de l'écliptique et il faut avoir fait le ménage. Ce qui veut dire qu'en fait, vous avez récupéré toute la matière qui se trouvait, ce qui veut dire en fait que vous avez été formé en planète au moment de la formation du système solaire. D'accord ? Et donc probablement que Pluton était en fait, ne s'est pas formé là où elle se trouvait, mais probablement que c'était un satellite, peut-être d'Uranus ou de Neptune, qui a été éjecté, qui s'est ensuite retrouvé là. Et donc il ne s'est pas formé sur son orbite. Et l'idée c'est que peut-être soit formé sur l'orbite et accrédité de la matière. Et alors, vous savez qu'il y en a qui ne sont pas contents que Pluton soit déclassé. Elle n'est plus planète. Elle est planète naine. Dwarf planet. Elle est planète naine au même titre que Eris, Makemake et Oméa. L'idée c'était que les petits écoliers d'aujourd'hui, au lieu d'avoir à apprendre une liste de 150 planètes naines, enfin planètes, incluant les planètes naines, bah, ils n'en ont que 8 à apprendre, ce qui est du coup plus facile que vous en aviez 9. Sinon, il va en apprendre plein. C'est équilibré sur un cap vers l'autre. Et en plus, c'est équilibré. Bon, ça, c'est pas fait exprès. En plus, elle était bizarre, parce qu'elle est toute petite, loin. Des fois, elle était plus loin que Neptune, des fois, elle était plus proche. Elle est vraiment sur une orbite décalée par rapport au plan des autres orbites. Alors, il y en a qui ne sont pas contents. Vous savez qui? Pourquoi? Exactement, voilà. C'était Clyde Tombaugh dans les années 1920 qui a découvert la planète Pluton. Et c'est en effet la seule planète qui s'est découverte. Donc le fait qu'on leur enlève ça, c'est un peu dur. Bon, après, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, vous savez qui les a découverts? Bah, on ne sait pas qui. Oui, voilà. Oui, en fait, c'est probablement les hommes historiques que vous avez vu avant les Mésopotamiens. Uranus. Oui, tout à fait. Uranus. Oui, c'est Herschel, exactement. C'est Herschel qui a observé avec un télescope, il a vu un corps. Et Neptune, c'est par calcul. Ouais, exactement. Urbain Le Verrier, tout à fait. Alors il y a une petite histoire assez drôle, c'est que donc Urbain Le Verrier a vu que la planète Uranus avait un mouvement qui n'était pas normal, qui était perturbé par rapport au mouvement des autres planètes. Et donc il s'est dit qu'il devait y avoir un autre corps. Il a même calculé où se trouvait la position de cet autre corps. Et il a envoyé à l'Académie des sciences françaises pour que les astronomes, lui c'était plutôt un calculateur, c'était pas un astronome qui observait. Il a envoyé à l'Académie des sciences françaises pour qu'il observe. Et puis au bout de plusieurs semaines, il n'y avait toujours pas de réponse. En même temps, il a appris qu'il y avait un Anglais qui avait aussi une position, il ne savait pas quelle précision, mais il avait aussi une position de cette planète. Il s'est dit voilà, il ne faut pas que je traîne trop. Donc il a envoyé la position à l'observatoire de Berlin, en Allemagne. Et là, il y avait un petit stagiaire, enfin j'exagère, mais bon, c'était un jeune chercheur, quoi, qui s'appelait Gallup, qui a reçu ça. Et le soir même, il se dit bon, je vais essayer, quoi. Et hop, il voit une planète. Donc il découvre la planète Neptune à la position calculée par Le Verrier. Et bon, du coup, c'est dommage pour les Français qui auraient pu totalement découvrir à la fois par le calcul et par l'observation. Bon, tant mieux pour vous. Et en même temps, et juste après, donc il y a l'Anglais qui a dit ah, mais moi aussi, je l'avais calculé la position, il n'y a pas que Le Verrier. Et en fait, l'histoire a quand même. Et les Anglais ont été très fair-play là-dessus. Ils ont l'Académie des sciences, ou l'équivalent, la Royal Academy anglaise a accepté le fait que c'était Le Verrier qui avait calculé de façon beaucoup plus précise que l'anglais dans son pays. Et donc c'est Le Verrier qui est resté à postérité là-dessus. Il y a eu un petit débat à un moment donné, puis ça s'est reposé. Donc voilà, Uranus Neptune. Et donc Pluton pour les Américains. Donc Trump avait demandé que le cas de Pluton soit réétudié. Pour la grandeur américaine, même, une planète. Et en fait, donc ça a été déclassé en 2009 par un vote de l'Union astronomique internationale, qui a donc, incluant les Américains d'ailleurs. Les Américains
voté, je pense, en majorité pour regarder Pluton, mais ils ne sont pas majoritaires. Ben, c'est d'autres planètes naines qu'il aurait fallu ajouter à la liste. Donc là, vous avez Oméa, Makemake et Eris. Il y en a d'autres en fait. Et ça, on en découvre régulièrement. Donc, en fait, la liste aurait été allongée à chaque fois qu'on découvrait des planètes naines. Ah ben naine, ça peut être naine, ça peut être 500 km de diamètre par exemple. Non, c'est de la roche, ouais. C'est de la roche, bien sûr. Non, pour être gazeux, il faut être gros. Sinon, ça ne marche pas. Donc c'est des petits corps. Ouais, ça reste gros. Hein. Si un corps comme ça venait sur Terre, ça détruit la Terre. Mais c'est des petits corps par rapport aux autres planètes. Même par rapport à la Lune. Le diamètre de la Lune, c'est de l'ordre de 2500 km, quelque chose comme ça, je pense. De mémoire. Il y a une gravité qui est à peu près de l'ordre de 10% de celle de la Terre. C'est à peu près ça. Voilà, donc le système solaire. Qu'est-ce que j'ai vu après? Voilà, je vais vous montrer ça, puis on fera une petite pause après. Ça, c'est un diagramme qui est un peu compliqué, mais je vous ai expliqué et qui est très utile. En fait, c'est un diagramme qui vous montre les tailles des corps en fonction de la masse volumique, la densité. Donc en fait, vous avez la densité de l'eau qui est 1, donc qui est là. Ouais, vous avez vu, tout à fait, ouais, c'est assez drôle parce qu'en fait, en effet, la densité de Saturne est inférieure à celle de l'eau. Et donc on dit souvent que si en effet on trouvait un océan assez grand pour mettre Saturne, eh bien elle flotterait. C'est assez drôle. Ce qui n'est pas le cas de Jupiter, Uranus et Neptune. Hein. Et même le Soleil est plus dense. Il a une masse volumique plus grande que celle de Saturne. Donc le Soleil c'est le plus grand. Alors ça c'est une échelle logarithmique, hein, donc à chaque fois on multiplie par 10. Donc le Soleil il est en effet plus grand. 10 fois plus grand que Jupiter, et 10 fois plus grand, Jupiter est 10 fois plus grand que la Terre. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Donc dans les corps qui ne sont pas très denses, ben, on a les comètes, petits satellites de glace, on a toutes les planètes naines qui sont là, dont Pluton. Voilà. Ensuite, quand on va vers des corps qui sont plus denses, ben, vous avez tous les astéroïdes qui sont formés de silicates, de fer, les petits satellites qui sont rocheux. Vous voyez, vous avez les petits satellites de glace, les petits satellites de roche. Et vous voyez que ça va sur des diamètres qui vont jusqu'à 500 km à peu près. Ou 200, 300. Ensuite, ici, vous avez des satellites de Jupiter, vous avez la Lune et vous avez Mars. Donc, qui sont des petites planètes et moyennement denses, on va dire. Et après, vous avez les trois corps les plus denses, donc qui ne sont pas très gros, hein, qui font 10 000 km de diamètre, qui sont Mercure, Vénus, Terre. Vous voyez que Mars est moins dense. Et donc, ce qui est assez étonnant, c'est pour ça que je voulais vous montrer, c'est que la Terre, sur laquelle il y a de la vie, c'est un corps qui a une taille assez moyenne par rapport... encore une fois, c'est une échelle logarithmique. Hein. Donc, vous voyez, ça, c'est un facteur 10. Donc, c'est un corps qui est 10 fois plus grand que tous ces corps qui sont ici, mais 10 fois plus petit que les planètes géantes. Et par contre, c'est un corps qui est dense. Donc, ça veut dire qu'il y a des éléments lourds, et c'est ces éléments lourds qui vont permettre de fabriquer des molécules qui vont ensuite fabriquer de la vie. Pourquoi c'est pas la même chose sur la Sur la Lune? Lune. La Lune vient de la Terre. Alors, la Lune vient de la Terre, tout à fait. Tu voulais dire au niveau de la densité, c'est ça? Oui. Eh bien, parce que la matière n'est pas exactement pareille. Je vous ai dit tout à l'heure, en fait, je vous dis la composition était proche, mais pas exactement la même. Mais en fait, la composition de la Lune a subi une transformation parce que ça provient de la Terre à cause de cette collision avec l'astéroïde. Mais pas du noyau terrestre, ça provient du manteau terrestre, exactement. Voilà. Tout à fait, ouais. Elle n'a pas la majeure partie de la grosse densité de la Terre provient de son noyau. Là, le noyau de la Terre n'a pas été atteint par cette collision. C'est vraiment la couche superficielle. Donc la Lune ressemble beaucoup à la couche superficielle de la Terre. Quand les planètes sont denses, est-ce que ça veut dire que ça facilite la présence de liquide? Probablement, oui. Et après,
Alors, de liquide. Il n'y a pas de liquide sur Vénus, par exemple. Non, il y a de l'eau liquide sur aucune planète. Donc, c'est que là. Il y a de l'eau sur les autres planètes, on verra. Il n'y a pas de liquide. Voilà. Non, mais ce qui explique aussi donc la position de la Terre ici, c'est donc cette densité dans le centre. C'est ça que je veux en venir là. Donc, cette graine de fer qu'il y a au centre, qui est très dense, que n'a pas Mars, par exemple. Bien, cette graine de fer, c'est ça qui bouge, qui tourne, qui crée ce champ magnétique et qui nous protège des rayons du Soleil, des rayons énergétiques, des particules cosmiques, des particules ionisées qui proviennent du Soleil. Donc s'il n'y avait pas ça sur Terre, par exemple, la Terre, la vie ne serait pas apparue. Elle aurait pu apparaître dans l'eau. Elle aurait pu apparaître dans l'eau. Il est resté. Et y rester. Tout à fait, c'est vrai. Mais c'est quand même la Terre, donc, qui a la densité la plus forte de tous les systèmes solaires. Alors il y a des astéroïdes qui peuvent avoir une densité plus forte. Hein. Mais ce seraient des petits astéroïdes, genre 5 km. Ça c'est possible. Si vous avez un astéroïde qui est formé que de fer, ou quasiment que de fer, la densité sera plus grande que celle de la Terre. Et donc c'est quand même étonnant de voir que c'est la plus forte par rapport à toutes les planètes, petites planètes, satellites, tout ça, c'est la Terre. Voilà. C'est pour ça que je vais vous montrer, mais ça permet de réfléchir en tout cas sur les conditions qu'il faut pour que la vie potentiellement puisse apparaître. Après, on pourrait se dire, Vénus et Mercure c'est pareil, donc il y a de la vie aussi. Or, c'est pas le cas. Donc, après, il faut d'autres conditions évidemment. On verra. Je propose qu'on fasse une petite pause ici, ça vous va? Puis après, on va aborder les différents corps des systèmes solaires. Donc l'idée, c'est que on va pas parler du Soleil. Pas beaucoup de formes de vie sur le Soleil. Donc l'idée, c'est qu'on va d'abord commencer par la Lune. Voilà. Après, on va aller sur Mercure, sur Vénus, Mars, ça va être un gros morceau. Et puis après, on va voir les satellites des planètes géantes. Donc, Europe, Ganymède, Callisto, sur Jupiter, Titan, sur Saturne. Ces satellites, ils sont gazés, Non, les satellites, ils sont forcément toujours soit de glace, soit de roche. Après, il peut y avoir une atmosphère sur Titan. En fait, Titan, c'est facile, c'est le seul satellite qui a une atmosphère. Donc, mais aucun n'est gazeux, parce que je l'ai dit tout à l'heure, pour être gazeux, il faut vraiment avoir une grosse masse. Donc, voilà. Après, toutes les planètes ont des atmosphères. Mercure a une toute petite atmosphère, mais on en a une quand même. Jupiter, Saturne et Neptune, on pourrait dire qu'ils ont surtout une atmosphère. En fait, ils n'ont quasiment qu'une atmosphère. Et je dis Titan, voilà, c'est le seul satellite, c'est un gros satellite, hein, c'est le seul à avoir une atmosphère. Donc après avoir exploré tout ça, on regardera aussi quand même les comètes, les astéroïdes, aussi ces corps-là. Donc voilà. Alors on va commencer. Avoir une atmosphère, ça veut dire qu'il y a du gaz. Hein? Il y a un gaz quelconque, exactement. Ça peut être n'importe quoi, mais il y a un gaz autour de la planète ou du satellite. On a des... En fait, pourquoi la plupart des planètes ont une atmosphère? C'est parce qu'elles ont une masse. Le problème du gaz, c'est qu'il peut s'échapper. Donc c'est pour ça que les astéroïdes qui font, ou même les petites planètes, on va dire, même Pluton, qui fait on va dire, entre les petites planètes qui font 500 km ou même 1000 km, elles n'ont pas une masse suffisante pour empêcher le gaz de partir. Donc le gaz, surtout si c'est l'hydrogène ou l'hélium, dès qu'il va avoir des photons provenant du Soleil en particulier, ça va partir. La vitesse de libération est trop faible pour empêcher ce gaz-là de partir. On va voir que c'est le problème de Mars, ça. Son atmosphère disparaît à cause de ça. Mercure est tellement proche du Soleil que son atmosphère est partie aussi. Par contre, Vénus, elle est très très dense. La Terre, elle est protégée par le champ magnétique. Mais voilà, sinon c'est du gaz qui peut être de composition différente en fait, qui va se trouver autour d'une planète plutôt massive.
Sur Pluton, il y a une. Ouais, Pluton, je vous montrerai Pluton. Il y a un gros glacier d'azote. Voilà, je pense que c'est Pluton. Alors après, il y a plein de satellites. Hein. On ne va pas tous les passer en revue, hein, mais nous, on va parler des principaux sur ce thème de recherche de vie. Donc l'idée, c'est que on n'est pas seulement là à rechercher de la vie, mais aussi à rechercher des matériaux qui pourraient être utiles pour la vie. C'est pour ça qu'on va parler des astéroïdes, des comètes. Voilà. Donc, ça, je vous l'ai déjà montré. Et donc, on aborde la Lune. Alors, la première question, c'est est-ce qu'il y a de l'eau sur la Lune? Oh, vous êtes trop fort. Elle est où, cette eau? Dans les pôles, exactement. Où dans les pôles? Au fond de truc, là, au fond du cratère. Exactement, voilà. Là, vous savez tout. L'eau sur la Lune se trouve au fond des cratères polaires, au nord et au sud. Elle est comment cette eau? Gazeuse, liquide, sûrement gelée. Elle est en effet gelée. Donc en effet, il y a de l'eau sur la Lune. Pourtant, je vous rappelle, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Hein. Et la température, évidemment, comme la température, l'atmosphère, on oublie souvent, mais elle joue le rôle d'un peu de calorimètre. C'est-à-dire qu'elle thermostat, si vous voulez. Elle permet de maintenir la température à un niveau à peu près identique au cours du temps. À peu près, c'est des variations évidemment saisonnières, des variations journalières. Mais sur Terre, la variation n'est pas énorme. Et oui, la Lune, vous voyez, il y a quasiment 300 degrés de différence. C'est ce qui n'est pas le cas sur Terre. Vous avez oui, c'est ça, vous avez en Antarctique, les températures les plus basses, ça va être moins 70 degrés, et les plus hautes, je ne sais pas, peut-être 0 ou quelques degrés. Vous avez une variation qui pourtant assez extrême là-bas, qui reste bien inférieure à 300 degrés. Ici, je ne sais pas, on est entre moins 10 et plus 40, on va dire. Une variation maximale d'à peu près 50 degrés, d'une tempérée. Ils étaient à l'ombre ou au soleil? Non, bah non, au soleil, parce que. Ah oui, il y a forcément le soleil. Bah, ils étaient à 120 degrés. Mais après, est-ce que 120 degrés sur la Lune, c'est pareil que 120 degrés ici? Eh bien, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc en fait, ce qui chauffe là-bas, c'est vraiment les photons du soleil. Donc après, ce qu'il faut pour baisser ce chauffage, il faut quelque chose qui réfléchit ces photons. C'est pour ça qu'ils avaient des combinaisons qui étaient en fait qui nous paraissent très blanches, très lumineuses, parce qu'elles réfléchissaient une grande partie de la lumière du soleil. Il n'y a pas d'atmosphère, donc ça ne chauffe pas comme vous êtes ici. Si vous voulez, vous avez une grosse impression, par exemple, de chaleur, vous avez une chaleur très humide. Vous savez, vous entrez dans le sauna, un truc comme ça, humide. Et là, vous avez une impression de chaleur. Si vous enlevez la majeure partie de l'atmosphère, vous êtes chauffé par le soleil, vous n'aurez pas cette impression de chaleur. Quand vous êtes dans la station spatiale, que vous sortez de la station spatiale, vous êtes chauffé à plus 120 degrés puisque vous êtes chauffé par le soleil. Il ne fait pas plus 120 degrés dehors. Vous avez même froid. Si vous vous déshabillez complètement, vous aurez froid. Il fera moins 84 degrés. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ces températures-là. C'est vraiment les températures reçues quand vous êtes reçu par les photons du soleil. Comme il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas ce thermostat qu'on peut avoir. Donc en effet, des variations extrêmes qui vont de moins 150 à plus 120. Alors, il y a quand même en effet de l'eau. Il y a de l'eau sous forme de glace dans les cratères polaires. Et là, on est à peu près, c'est encore pire, on est à moins 200 degrés. Puisque là, dans les cratères polaires, pourquoi il y a de l'eau sous forme de glace? Parce que le soleil n'éclaire jamais. Il est caché, c'est comme dans les fonds des vallées, vous savez. En hiver, vous ne voyez pas le soleil. Là, c'est pareil. Vous êtes au fond d'une vallée en hiver, ici. Là, vous ne voyez jamais le soleil. Et il fait là moins 200 degrés. Et donc, l'eau, qui si elle était sous forme de glace ailleurs, à 120 degrés, elle serait partie, il n'y aurait plus d'eau. Là, elle reste sous forme de glace. Et en fait, ça, c'est pas anecdotique parce que on se dit qu'on va pouvoir l'utiliser. Et en particulier, les projets d'établir à long terme une base lunaire, l'idée c'est d'utiliser cette glace d'eau, H2O, qu'est-ce qu'on en fait? H2O.
C'est-à-dire On la boit, on la... exactement, on peut la boire, on en fait de l'oxygène, on peut respirer. des plantes. On peut même utiliser l'hydrogène et l'utiliser comme carburant pour les fusées. Enfin, on peut en faire plein de choses. En fait. Donc, Ce serait une composition d'eau de sur Terre. alors, pas exactement pareil, mais vous n'en rendrez pas compte. C'est-à-dire qu'il y a une composition isotopique qui est différente en termes de quantité d'eau lourde, c'est-à-dire l'hydrogène qui a un neutron, mais ça s'appelle le deutérium. Mais en fait, vous n'en rendrez pas compte. Dans l'eau que vous buvez, il y a une composition isotopique, c'est-à-dire qu'il y a une certaine quantité de deutérium. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un H2O, vous avez un HDO. Hydrogène, deutérium, O. Deutérium, c'est comme hydrogène avec un neutron en plus. Donc vous en buvez de ça, mais vous n'en rendez pas compte. Et donc il y a une certaine quantité de deutérium en proportion dans l'eau terrestre qui est différente de la glace d'eau sur la Lune ou même de la glace d'eau sur Mars. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on essaie de savoir d'où vient l'eau sur Terre. On compare avec la composition isotopique de l'eau sur les comètes ou les astéroïdes. Ça, j'en parlerai plus tard. Mais c'est étonnant parce que justement, sur la Lune, on a été composé de moitié de théium et moitié de la Corée. Toute cette composition est différente. Ah, parce que l'eau est arrivée plus tard. L'eau est arrivée même sur la Terre, justement. Quand il y a eu cette collision, s'il y avait de l'eau sur Terre à cette époque-là, elle est partie en ébullition complètement. Comment ? Oui, mais ça, c'est la composition d'eau à l'intérieur de la Terre, elle va être encore différente de la composition d'eau à la surface de la Terre, parce que là, c'est la composition d'eau à la surface de la Terre, c'est reçu par les astéroïdes, les comètes, comme sur la Lune. Donc, c'est pas la même eau. C'est pas la même composition isotopique. Donc là, on sait qu'il y a de l'eau sur les cratères, qui provient de météorites et des comètes, principalement, parce qu'il y a des... Donc là, c'est ce que vous voyez en fait en bleu, là. C'est cette partie plus froide. Et ici, c'est là où il y a de l'eau. Et on va voir qu'on a en fait des réactions nucléaires qui se produisent avec les photons du Soleil qui permettent de déterminer qu'il y a de l'eau. Je vous montrerai ça. En fait, je vais vous montrer tout de suite, ça va être plus simple. Voilà. Ça, c'est une expérience qui s'appelle Lunar Prospector, qui est faite sur les pôles. En fait, on va détecter des neutrons qui sont produits par des réactions nucléaires qui sont dues aux rayons cosmiques, c'est-à-dire principalement aux particules ionisées qui viennent du Soleil, et qui sont ralenties justement par ce deutérium dont je parlais. Et donc, bon, ce plot n'est pas super simple, mais on a l'énergie des neutrons qui sont produits par ces réactions nucléaires-là. Et là, c'est la latitude sur la Lune. Et donc là, vous voyez le pôle nord et le pôle sud. Et en fait, ça, c'est la signature de la glace d'eau au niveau des pôles. Avec les trois courbes qui sont en accord ici, ce qui n'est pas le cas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait utiliser. Alors, il y a aussi une autre expérience qui est la sonde L-Cross, où il y a eu un impact. Et l'idée, c'était de voir, donc l'impact, ça permet de faire ressortir de la matière qui se trouve dans le sous-sol lunaire. Et là, après, on a analysé par spectroscopie les panaches, après post-impact, et ça permettait de montrer qu'il y avait de l'eau dans cette matière-là. Donc en fait, il y a de l'eau glacée dans le sous-sol lunaire qu'on pourrait utiliser si on avait le sous-sol, c'est-à-dire que c'est comme quand vous envoyez une bombe sur Terre, ça va faire ressortir de la matière qui se trouve je ne sais pas à quelle profondeur, mais peut-être on va dire 10 mètres. Donc là, l'idée, c'est de faire sortir de la matière sur quelques mètres pour voir ce qu'il y a. Voir si en fait la glace d'eau elle est seulement en surface ou s'il y en a aussi en dessous. Il y en a en dessous. Ouais, c'est L-Cross. Lunar, je sais pas quoi. Ouais, non, mais c'est un acronyme de quelque chose. Lunar Cosmic Ray, peut-être ? Orbiteur ? Hein ? Oui, il n'y a pas de W. Voilà. Après, ça a été détecté aussi par Sophia.
Sophia, c'est un avion, c'est un Boeing 747 qui a été modifié. Il a un trou ici avec un télescope, il observe en infrarouge, et donc il a aussi détecté des molécules d'eau dans les pôles de la Lune. Voilà, on sait on est sûr qu'il y a de l'eau glacée sur les pôles lunaires. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de deux missions chinoises. Je vous ai parlé de la mission qui s'est posée sur la face cachée de la Lune. Et avant ça, je voulais vous montrer la face cachée de la Lune, c'est ça que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est une image prise dans les années 67 par là, je pense, de mémoire, par une sonde soviétique, donc qui est passée derrière la Lune, qui a pris une image, qui est revenue. On voyait que l'image est moche, mais là, je sais pas si en fait, l'idée là, c'est qu'en fait, il faut se souvenir que la sonde est partie de la Terre, elle est passée derrière la Lune, elle a pris une photo, et elle est revenue sur la Terre, puisque c'est une plaque photographique qu'on a récupérée, qu'on a révélée. D'accord, il n'y avait pas de CCD à l'époque, il n'y avait pas d'images à distance. Et en fait, si vous comparez à des images de face cachée, vous retrouvez les différents cratères, les mers, etc. Donc c'est une surface qui est moins cratérisée, plus cratérisée que la face visible, parce qu'en fait, comme c'est la face cachée, vous avez la Terre qui est ici, la face qui est là, il y a plein d'astéroïdes qui arrivent par là. Alors que là, de ce côté-là, il y en a moins parce qu'ils vont arriver sur la Terre, en fait. Donc il y en a moins qui vont de ce côté. Voilà, donc elle se prend pas mal de cratères sur la tête. Enfin, elle se prend plutôt des météorites sur la tête. Et donc, il y a une sonde chinoise qui s'appelle Chang'e, qui est celle-là, qui s'est posée sur la face cachée. Donc, est-ce que j'ai la date? Bon, ça va être 2019, je pense, de mémoire. Et en fait, donc, voilà le système. La grosse difficulté, c'est que la Terre est là, la Lune est là. Donc, quand vous posez là, vous communiquez avec la Terre directement, et ça vous prend 1,2 secondes. Mais si vous êtes sur la face cachée, vous ne pouvez pas communiquer facilement. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous mettez un orbiteur autour de la Lune, et là, c'est la solution qui a été envisagée par les Chinois. Ça a été d'envoyer un satellite qui s'appelle Kueqiao. Kueqiao, il s'est mis en orbite autour du point de Lagrange L2. Point de Lagrange L2, vous avez peut-être entendu parler du point de Lagrange L2 pour la Terre. Le système Terre-Soleil, il a aussi un point de Lagrange L2 là où s'est placé le James Webb Space Telescope la semaine dernière. Ce point de Lagrange L2, c'est une équipotentielle de gravité, c'est-à-dire qu'il y a autant de gravité vers le Soleil que vers la Terre, donc c'est un point stable. Voilà. Les points de Lagrange L2, c'est pareil pour la Terre et la Lune, c'est une équipotentielle de gravité par rapport au système Terre-Lune. C'est-à-dire quand vous êtes là, vous êtes stable. C'est comme si vous étiez là, au point de Lagrange L1. À peu près. Ce point de Lagrange L2, donc, vous êtes stable, le satellite orbite là, et il est toujours en communication avec la Terre. Toujours. Ouais. Ah bah oui, si vous êtes là, vous ne pouvez plus communiquer en radio. Ça bloque complètement la radio. Ben, c'est comme si vous êtes là, vous ne pouvez pas communiquer en radio avec ces gens-là. Vous le faites parce qu'il y a des satellites. Vous en utilisez 2 ou 3, quoi. Vous ne pouvez pas aller directement. Donc là, c'est pareil. On peut tout à fait communiquer, en effet. On peut envoyer des radars sur Vénus, sur le Soleil, si on veut. On peut les faire réfléchir, on reçoit le signal en retour. Donc la radio, c'est arrêté par rien, tant qu'il n'y a pas un corps qui bloque, quoi. Et là, il y a ça qui bloque. Donc en effet, on se met là. L'avantage d'être là, c'est parce que sinon, si on envoie un satellite comme ça, on va le mettre en orbite autour de la Lune dans le plan Terre-Lune. C'est ce qui
demande moins d'énergie. Et du coup, quand il est là, ben, c'est pareil, on ne peut pas communiquer avec lui. C'est pour ça que le choix était de le mettre sur le point de Lagrange, où là, vous avez tout le temps communication avec la Terre. Donc, ils ont d'abord envoyé ce satellite-là, qui s'est mis là, communication. Après, ils ont envoyé le Chang'e 4, qui s'est placé là, voilà, qui a pris une photo du drapeau chinois. Et donc, en fait, c'est ça le module qui s'est posé. Il y a un petit astromobile, comme on dit, un petit rover, en fait, qui s'est déplacé. Donc, n'a pas été très loin, mais qui s'est déplacé, qui a fait quelques photos. L'idée, c'était pas, il n'y avait pas d'expérience scientifique très très poussée, mais l'idée, c'était de montrer que technologiquement, ils arrivaient à faire ça, ce qui était une première, ça n'avait jamais été fait, de se poser sur la face cachée et d'avoir des images depuis la face cachée. Voilà, et avec ce satellite relais qui permettait d'obtenir les informations. Donc, je vais quand même vous montrer une petite photo de Chang'e, parce qu'il est joli. Donc, voilà. Donc là, vous avez la photo de ce module qui a atterri avec le petit drapeau chinois. Les pieds, vous voyez qu'il est recouvert à chaque fois de matériaux qui est très réfléchissant pour, encore une fois, refroidir et permettre que l'électronique ne soit pas trop chauffée. C'est pour ça que souvent on a l'impression que c'est éblouissant ce qu'on regarde sur les c'est parce qu'ils réfléchissent le plus possible. Et ensuite, donc, on a voilà, cette image prise depuis... ah oui, parce que j'ai oublié de dire que ça, évidemment, personne n'a pris cette photo-là. Donc la vraie image, c'est celle-là, qui est une image prise depuis la Chang'e vers la Lune. Et donc là, vous avez le mât de communication, un peu occidental. Ça, je pense que c'est le mât de champ magnétique. Après, vous avez des réflexions, vous avez des panneaux solaires, enfin, vous avez tout ce qu'il faut. Et vous avez aussi le trajet suivi par la sonde Chang'e. Là, je l'ai adapté. Donc, il y avait un petite rampe. Il a descendu la rampe et il a dû faire 10 mètres. Il a pris des photos. Et puis, c'est tout. Il n'a pas fait grand-chose de plus. Je ne suis même pas sûr qu'il ait fait. Je parle de mémoire, je ne suis même pas sûr qu'il ait fait d'analyse des champs de matière. Enfin, l'idée, c'était vraiment surtout de montrer qu'ils y arrivaient, qu'ils pouvaient faire tout à ces trucs. Et voilà. Le Chang'e veut dire lapin de jade, je crois que c'est aussi en chinois. Après, après le 4, il y a le 5, donc il y a le Chang'e Wu. Chang'e Wu, donc là il a atterri donc un an plus tard, en décembre 2020. Là il a atterri sur la face visible de la Lune et il a récupéré des échantillons, 2 kg d'échantillons, avec le même système que les missions Apollo, c'est-à-dire qu'il y avait un vaisseau mère qui orbitait autour de la Lune, et puis capsule d'entrée sur Terre qui atterrit en Mongolie le 16 décembre 2020. Et donc les résultats scientifiques sont que, après analyse des échantillons, c'est que la sonde s'était posée sur un terrain avec de la lave lunaire récente, probablement de 2 milliards d'années. Voilà, donc plus récente que là où s'étaient posées les missions Apollo et Luna, c'était plutôt entre moins 4 et moins 3 milliards d'années. Donc ils ont exploré, je ne sais plus si je vous avais montré, enfin je vous ai montré, mais je ne sais plus si vous vous souvenez, que c'était un endroit un petit peu différent par rapport aux autres missions lunaires. Voilà, ça devait être ça. Vous avez ici les différentes missions. Voilà. Ils étaient vraiment excentrés par rapport aux autres sites d'atterrissage. Donc ils ont un site qui est, dont la lave est plus récente que les autres échantillons ont montré. Voilà. Et voilà. Le Chang'e Wu Hao. Donc c'est pareil, il y avait un petit astromobile qui est descendu, qui a pris des échantillons. Donc pour l'instant, ce sont les seules missions qui partent sur la Lune et qui se posent sur la Lune. C'est les Chinois qui les font.
les Américains n'ont pas refait de... Ils ont fait des orbiteurs comme une sonde qui s'appelait Clémentine, qui a cartographié la Lune. Donc il y a eu des orbiteurs sur la Lune, il y a eu L-Cross, la sonde qui a envoyé un impacteur sur la Lune pour voir le panache de fumée, mais il n'y a pas eu d'émissions qui sont posées. Donc les Chinois sont très intéressés et voudraient, même dans le futur, dont on ne connaît pas exactement la date parce qu'ils sont assez secrets là-dessus, mais ils voudraient bien envoyer des Chinois ou des Chinoises, je ne sais pas, sur la Lune, fouler le sol lunaire. Donc je ne sais pas qui le fera en premier, personne ne sait d'ailleurs. Mais... Bon, il y a un projet évidemment aussi américain qui est en collaboration avec les Européens, d'envoyer des Américains et même des Américaines parce qu'ils voudraient envoyer la première femme sur la Lune. Ils voudraient un petit peu se rattraper. Voilà. Si possible de couleur. Et l'idée c'était de les envoyer en 2024. Je pense que c'est en train de glisser peu à peu. Donc je ne sais pas quand est-ce que ça sera. Donc ce qu'il faut, c'est construire un lanceur. Donc là, c'est une tâche qui est en grande partie confiée à SpaceX. On travaille sur le lanceur. Et après, il y aurait un orbiteur qui serait autour de la Lune, qui va orbiter autour de la Lune, et puis un module qui pourrait faire l'aller-retour entre l'orbiteur et la Lune, c'est celui-là. Et en fait, cet orbiteur, c'est justement ce module qui ferait l'aller-retour, c'est le module Orion qui est développé par les Européens. Et donc, le but, c'est d'établir une présence permanente, humaine et robotique sur la Lune. Et à terme, mais ça c'est quelque chose qui n'est pas encore financé, hein, donc je vous en parle vraiment pour être complet, mais il faut se dire que c'est vraiment encore un projet dans les tiroirs, mais qui n'est absolument pas financé par aucune agence. C'est d'établir un village lunaire. Donc là c'est une vue d'artiste qui n'est cautionnée par aucune agence. C'est une vue d'artiste qui vous montre des humains, qui vous montre des habitacles qui pourraient être construits d'ailleurs avec des imprimantes 3D à partir du régolithe lunaire, donc la poussière lunaire. Et puis, vous voyez des fusées ici, en fait, on pourrait imaginer une base de lancement, puisque la gravité lunaire étant 10% celle de la Terre, on lance plus facilement. Typiquement, si les Armstrong et Aldrin s'étaient posés sur la Terre, ils auraient du mal à repartir avec leur lemme, alors que sur la Lune, on part facilement. Donc là, ça pourrait être une base de lancement, un spatioport qui pourrait permettre d'aller après sur Mars ou sur d'autres planètes. Voilà. Donc ça, c'est un peu de la science-fiction encore. Hein. Enfin, c'est même de la science-fiction, puisque c'est pas financé du tout. Voilà, la Terre qui reste là au même endroit. C'est exactement ça, ce serait ça l'idée. L'idée, c'est d'abord d'avoir une présence robotique humaine permanente, un peu comme la station spatiale, où on fait des allers-retours, on envoie des gens 6 mois, ils reviennent, etc. Là, on pourrait envoyer des gens sur la Lune qui feraient des expériences. On pourrait, donc ça serait évidemment près des cratères, ou au fond même des cratères polaires. L'avantage des cratères polaires, c'est qu'on peut avoir des zones qui sont quasiment tout le temps éclairées, on peut recharger tout le temps les batteries. Et on récupère de l'eau dans le fond des cratères. On en fait de l'oxygène, on a de l'eau évidemment, on a de l'eau, de l'oxygène et du carburant pour les fusées. Et tout ce qu'on récupère de la Lune, on n'a pas à la portée de la Terre, donc c'est moins lourd, c'est moins cher. Quand est-ce que ça se fera? On n'en sait rien. Déjà pour l'instant, il faut déjà qu'on arrive à retourner sur la Lune, ce qui n'est pas donné. Donc on verra. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir sur la Lune, c'est qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau sous forme de glace. Il n'y a pas d'atmosphère, il fait entre moins 150 et plus 150 degrés. Et donc si vous avez des bactéries sur la Lune, pas beaucoup de chances de survivre. J'aurais imaginé qu'il y en ait en sous-sol. Voilà sur la Lune. Pas de questions sur la Lune, ça va? Comment tu as des bactéries ou avec Des
mission, oui, forcément, on a envoyé des bactéries. Après, ils faisaient quand même attention à essayer de stériliser le plus possible, on va dire. Mais oui, forcément, qu'ils en envoyaient. C'est des virus, ce sont des virus qui peuvent rester dormants. Je vous dis, l'environnement, il est quand même tellement, à la fois au niveau température, au niveau bombardement de particules solaires, photons UV, on voit pas trop comment ça peut survivre. Le vide spatial. Oui, bien sûr, sur Mars, ils essayent de désinfecter, mais sur Mars, c'est plus dangereux parce que sur Mars, il y a une atmosphère. On peut imaginer que des bactéries puissent survivre. C'est un environnement qui n'est pas facile non plus, mais on peut imaginer ça. Plus que sur la Lune, en tout cas. Après, sur Mars, le débat est différent parce que sur la Lune, il n'y a pas de vie. Donc on se dit que même si on amène des bactéries, au pire, elles vont subsister, mais elles ne vont pas détruire d'autres bactéries. Sur le Mars, le débat est différent parce que si on amène des bactéries, elles peuvent détruire des bactéries existantes ou même des bactéries fossilisées qui vont être. Donc, éthiquement, c'est différent. Éthiquement et scientifiquement. S'il y a eu de la vie sur Mars, ou s'il y en a, évidemment, ce serait intéressant de voir ce que c'est. S'il y en a eu, il faudrait récupérer des bactéries fossiles avant de les détruire. Voilà. C'est pour ça qu'on fait plus attention sur Mars que sur la Lune. En fait, il y a même il y a des scientifiques qui pensent qu'il est urgent de ne pas aller sur Mars. Ah, tout à fait, bien sûr. Ouais. Oui. Oui, quand c'est juste des. En effet, si c'est des robots qu'on envoie sur Mars, on les stérilise, les robots, et voilà. Même en les stérilisant, hein, on n'est jamais à l'abri d'amener quelques bactéries, mais bon, moins en effet que si c'est l'humain qui y va. Voilà, donc ensuite, donc là on a fait la Lune, mais on va repartir maintenant dans l'ordre. On va aller sur Mercure. Donc voilà, la planète tellurique la plus proche du Soleil. Donc, y a-t-il de l'eau sur Mercure? Mercure, alors j'ai mis pas l'atmosphère, en fait il y a une toute petite atmosphère, très ténue. Vraiment très très ténue, c'est-à-dire que vous ne vous rendriez pas compte si vous y alliez. De toute façon, il ne faut mieux pas y aller parce qu'il fait quand même moins 150 la nuit et plus 450 le jour. Alors, en fait, c'est exactement pareil que sur la Lune. Exactement la même chose, c'est-à-dire que vous avez de la glace d'eau dans les cratères, les pôles, donc là où il fait moins 150 degrés, et pareil, qui provient de météorites, de comètes. Donc dans cet environnement-là, vous voyez, qui est très cratérisé, qui pourrait ressembler à la Lune. Hein. En fait, vous avez la même chose. Et sur Mercure, donc là, il y a des expériences radar qui ont été faites qui montrent ces taches réfléchissantes au pôle sud, et donc on a la même chose au pôle nord en fait, que vous voyez aussi ici. Ça c'est le pôle sud. Donc ces taches réfléchissantes, c'est parce que la glace d'eau réfléchit mieux que la roche, les ondes radar. Et donc voilà, on sait qu'il y a de la glace d'eau sur les cratères polaires de Mercure qui ne sont jamais éclairés par le Soleil. Si c'était éclairé, évidemment la glace partirait. En fait, on passerait, ça serait ce qu'on appelle la sublimation, on passerait de l'état de glace à l'état de vapeur. Là, c'est pas le cas. Et j'aurais pu vous montrer cette image de Mercure. J'aurais pu vous montrer cette image et vous demander ce que c'était. Je suis sûr que vous auriez pu me dire que c'était la Lune. Ça ressemble beaucoup à la Lune, hein. C'est un corps qui est rocheux, avec une atmosphère très ténue. Du coup, il n'y a pas d'érosion, donc tous les cratères restent là quasiment indéfiniment. Donc, c'est pas comme le sol terrestre qui lui est toujours remis en recyclage, si je puis dire. Là, ça reste comme ça. Vous lancez un truc sur Mercure, ça va rester comme ça toujours. Donc ça, c'est Mercure. Si vous alliez en orbite autour de Mercure, vous verriez ça. Ah oui, d'ailleurs, je vous demandais tout à l'heure, vous savez de quelle couleur est la Lune?
le rocher, ça doit être noir. Rocher, ça doit être noir, ça vous avez dit? Donc elle est noire, c'est ça? Ouais, vous avez raison. Moi, je pose la question parce que c'est vrai que souvent on a plutôt tendance à répondre qu'elle est blanche, parce qu'on la voit blanche dans le ciel, noire. En fait, c'est juste un effet d'optique, c'est-à-dire que c'est ça. Et en fait, le ciel étant tellement noir, on éclaire une surface qui est un peu moins noire que le ciel, on a l'impression qu'elle est très blanche. En fait, la Lune est toute noire. D'ailleurs, quand vous regardez des roches lunaires, elles ne sont pas blanches, les roches lunaires. Elles sont noires. Noires, noir profond. Et, oui, alors ça peut être grisâtre, le régolithe peut être grisâtre, mais regardez les roches, elles sont noires. Après, les photos, c'est toujours pareil, les photos ça va être sur un fond noir, donc on a l'impression qu'elles sont blanches. Mais en fait, elles sont noires. Oui, il y a des, au muséum d'histoire naturelle, il y a des roches lunaires, tout noir. Elles sont noires comme votre masque. Alors Mercure, c'est pareil. Mercure, on a l'impression qu'elle est bon, là un peu grise, gris-blanc quoi. En fait, elle est sombre aussi, elle est très sombre. Mais ce qui est intéressant, on peut aussi prendre des photos on peut le faire sur la Lune en fait, mais sur Mercure, on peut faire une photo qui pourrait donner sa couleur. C'est-à-dire parce que là en fait, il y a un problème de contraste. C'est-à-dire que comme elle est par rapport au noir qui est très noir du fond de ciel, on la voit comme cela un peu grisâtre blanche. En fait, en vraie couleur, elle est comme ça, Mercure. Donc là, vous avez des compositions différentes des sols sur Mercure. Donc là, c'est vraiment très poussé. Ça, vous ne pourrez pas le voir à l'œil nu. Et donc, on a des compositions de sols différentes en fonction de comment elle s'est formée, en fonction des endroits où il y a plus de silicate, des endroits où il y a plus de fer. Et puis après, il y a les impacts météoritiques qui évidemment peuvent changer aussi la donne, puisqu'il y a du matériau en sous-sol qui va, par exemple ici, on voit bien, en sous-sol qui va se retrouver tout autour. Donc Mercure, c'est une planète qui C'est quoi ces scènes super, les trucs bleus, verts, c'est des sels métalliques. Oui, mais je dis, ça peut être. Le cuivre, le bleu, je sais pas ce que c'est, voilà. Oui, c'est ça, ça peut être. Il y a des silicates, il y a du fer. Oui, c'est ça, c'est des compositions différentes en matériaux lourds, en fait. Tout à fait. Ouais. C'est des atomes, en fait, c'est différent. Et, donc Mercure, paradoxalement, elle n'est pas très connue. N'a pas été très visitée par des sondes. Est-ce que vous savez pourquoi? Ouais, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça, c'est que c'est pas facile d'aller vers le Soleil, principalement parce que mais c'est surtout, d'abord il faut aller vers le Soleil qui n'est pas le plus facile quand on part de la Terre, et surtout ça, et en plus ça chauffe. Donc si ça chauffe, ça veut dire que l'électronique en prend un coup. En fait, ce qu'il faut, c'est quand on va vers Mercure, il faut se protéger du Soleil. Il faut en fait mettre un bouclier thermique qui permet de protéger l'électronique. Sinon, vous chauffez à 450 degrés. Et donc aujourd'hui, il y a une sonde qui est partie vers Mercure, qui est la sonde Bepi-Colombo, qui est une collaboration entre l'Europe et le Japon, donc entre l'ESA, l'Agence spatiale européenne, et la JAXA, qui est l'agence spatiale japonaise. Et donc c'est une sonde qui va étudier à la fois la surface et l'intérieur et le champ magnétique de Mercure, qui a été lancée en 2018. Donc là, en ce moment, elle est en train de se diriger vers Mercure. Elle va être en orbite en 2025. Et en fait, ce n'est que la deuxième sonde qui va être en orbite autour de Mercure. Et donc là, vous voyez qu'en fait, il y a un orbiteur qui va étudier principalement le champ magnétique de Mercure. Et puis il y a une sonde, il y a un nain qui va se poser sur Mercure. Qui va étudier la surface. Ouais, c'est ça. Ouais. De toute façon, c'est toujours long. Hein. Les missions planétaires sont toujours longues, il faut y aller, donc ça prend du temps. Donc il faut toujours compter sur une échelle de 10 ans à peu près. Oui, c'est ça. Tout à fait. On peut jamais aller directement sur des planètes. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on acquiert de l'énergie. Ça peut être en tournant autour de la Terre plusieurs fois, puis après on va aller vers Vénus, tourner autour de Vénus, puis après, et puis en même temps on fait des tours autour du Soleil.
se rapproche. Donc on a une orbite comme ça qui se diminue. Non, mais non, parce qu'en fait, le problème c'est ça, c'est qu'il y a le Soleil qui nous attire. Donc il faut arriver à aller sur Mercure sans tomber sur le Soleil. Et le risque, c'est qu'en effet, on est trop, comme il y a une attraction gravitationnelle quand même très grande, on a trop d'énergie, donc on va vers le Soleil et on rate Mercure. C'est le risque en effet. Mais ça, c'est toujours le risque, mais en effet, c'est pire sur le Soleil. Mais quand la sonde, on en parlera, mais la sonde New Horizons qui est passée à côté de Pluton, elle est passée tellement vite à côté de Pluton qu'on ne pouvait pas la freiner. Parce qu'en fait, on lui avait donné tellement d'énergie pour accélérer le voyage pour aller vers Pluton, que quand elle passe à côté de Pluton, on ne peut pas la freiner, donc elle prend des images, elle envoie les images vers la Terre, mais après elle continue. On ne le met pas en orbite. Là, le truc, c'est qu'on veut la mettre en orbite. Donc évidemment, il faut qu'on arrive sur Mercure, il faut donner de l'énergie pour arriver sur Mercure, mais pas trop, pour qu'on puisse la mettre en orbite et pas qu'elle aille vers le Soleil. On ne peut pas freiner avec l'atmosphère, et puis elle a une quantité de carburant limitée, donc on ne veut pas non plus trop la freiner. Donc c'est des calculs assez savants de mécanique céleste.